Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Me recevez-vous? Est-ce que tout le monde est là? Alors, ça répond pas beaucoup à mes questions. J'espère que vous m'entendez. Ouais, ça y est. Vous m'entendez? Oui. Alors, salut tout le monde. J'ai vu plein de gens que je connais déjà. Merci d'être là. Je viens de finir d'écouter la cousette de Soso en replay. Bah dis donc, tu vas te faire une soirée Cabane TV. Bienvenue à tous. Bon, je vois qu'il y a tout le monde. Je dis pas bonjour à tout le monde. Bonsoir Carole, Virginie du Québec. Bah écoutez, j'avais prévu une config où je devais vous montrer mon invité tout de suite, mais la caméra, elle a décidé que non. Donc les gens, je vous présente Fred. Fred, je te présente les gens. Oui, bonsoir. Donc là, on est entre Fred, c'est bien compris. C'est ça, on est entre Fred. Par contre, t'as vu là, c'est marrant, on voit pas le chat. Alors, je vais le mettre comme ça, le chat. Tac, hey, vous êtes de retour, je vous recadre. Bim. Voilà Fred, mon invité. Alors, moi j'ai une petite précision à dire, Ouais. d'entrée, hein, puisqu'on est dans le truc. Moi, le Fred, c'est P-H-R-E-D. Ouais. Eh oui, exactement. Voilà. Parce que je vois qu'il y a Fred et oui, Fred. mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça de naissance ou c'est ton avatar ou... Non, c'est parce que, en réalité, je m'appelle Frédéric Dupuis. Oui, c'est ça. Et des Frédéric Dupuis, il y en a beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, ça a créé des confusions. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée de transformer en Fred. Et puis, le PH rappelle le PH de photo. Et oui. on expliquera peut-être pourquoi Eh après. ben, exactement. Je pense que effectivement, quand on te connaît, ça paraît cohérent. Fred au carré. Alors, salut Colop. Eh ben, Colop, c'est bien que tu sois là. Je te fais une petite dédicace. Merci à toi. Pour les gens qui sont là dans le stream, il faut que vous sachiez que Colop, c'est comment on va dire, le jeune créateur qui est en train de nous fabriquer notre groupe Discord. Voilà, donc je le remercie d'être là. On va discuter avec Fred, hein, c'est vraiment l'idée de discuter avec Fred ce soir. Mais je voulais juste confirmer, je ne sais pas si vous l'attendez toujours, le groupe Discord est construit. Alors, est-ce que ça vous enthousiasme ou pas? Merci Colop. Salut Ragnar, du coup je t'ai pas vu, alors je dis bonjour un peu aux gens. On remercie bien sûr Isabelle Babel qui est à la modération comme d'habitude et qui a bien compris le PH, tu vois. Elle t'a tout de suite noté. Cool, super, ouais, voilà, donc il est prêt. Est-ce que vous voulez, juste avant que je commence comme ça, que je vous balance dans le chat le lien d'invitation? Je pense que les modos longs, je leur ai envoyé. Je vous l'envoie ou pas? Vous le voulez? Ouais, vous avez l'air de dire oui, là. Hein. Allez, je vous le mets là. Je vous le mets comme ça, tac, bim. Non, il colle pas là. Pourquoi il colle pas là? Je vais essayer ici. Mesdames et messieurs, le lien vers le groupe Discord. Donc si ça vous dit, vous y allez, on va vous y accueillir évidemment. Ce que je voulais vous dire, je prends un peu sur ce temps-là, hein, Fred, oui. Juste pour vous dire que le groupe Discord, il est vraiment tout juste construit, il est tout chaud, ils sont encore le croissant là. Et Colop a beaucoup travaillé, il y a vraiment de quoi faire. Il y a un espace sur la gauche, je ne sais pas si vous savez utiliser Discord. Sur la gauche, vous allez regarder tous les salons, tout ce qu'on vous a mis à disposition. Et vous allez voir qu'il y a un espace suggestion. Donc, ce qu'on vous propose de faire, eh ben, c'est de aller vous promener un peu sur le groupe Discord, aller dans les différents salons. Et puis, vous nous faites des petites suggestions sur ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. En tout cas, ce que je peux vous dire, sur la colonne de gauche... Alors, attendez. Bim. Est-ce que j'y vais? Non, je vais pas faire une partage. On va y passer 10 minutes, c'est pas le but. Le but, c'est de discuter avec Fred. Mais sur la colonne de gauche, vous descendez, il y a pas mal de choses. Vous allez retrouver, comme dans tous les groupes Discord, ce qu'on appelle le règlement, un à propos, les liens vers nos différents réseaux sociaux. Il y a un petit salon textuel avec écrit « Présente-toi ». Donc, présente-toi, cher follower qui vient nous voir. Et ensuite, si vous descendez, il y a bien sûr le salon général, comme d'habitude, et un peu plus bas, il y a une rubrique qui s'appelle « Ça continue ici ». Et là, vous avez nos salons. Vous avez le salon Barvec de ces discussions, là, qu'on a le jeudi. Vous avez un Ça va vous, qui est vraiment fait pour tout le monde, pour qu'on puisse tous discuter ensemble. Et vous avez la rubrique Les cousettes de Sophie, le salon qui, lui, est vraiment réservé, vous imaginez à quoi, hein, c'est-à-dire discuter de la couture et de toutes ces choses-là. Est-ce que c'est bon? Vous avez noté le... Bonsoir du Bénin. Waouh, du Bénin.
C'est quoi le nom d'utilisateur? C'est Cabane TV. Si c'est le nom du compte que tu veux connaître, Florence? C'est Cabane TV, tout simplement. Pour l'instant, je ne sais pas me servir de tout ça. Alors, il y a Soso, vous avez vu, il y a Soso dans le chat. Ok. Bon, alors voilà, excuse-nous, on fait nos petites affaires courantes, tu sais. Oui, oui, je vois. Bon, je te remercie beaucoup déjà, Fred, d'avoir accepté cette invitation. Parce que c'est pas simple comme ça de dire oui, et tu as dit oui tout de suite. Ouais, je me laisse facilement faire. Hein. Ouais. Je suis vraiment ravi de t'accueillir parce que... alors, je vais vous dire pourquoi j'ai invité Fred. Ça va être très court parce que je ne veux pas spoiler la conversation qu'on va avoir. J'ai invité Fred parce que, comme on a beaucoup discuté boulot les uns avec les autres, on a beaucoup parlé parcours de vie, parcours professionnel. Et à chaque fois que j'ai discuté avec Fred, j'ai toujours eu le sentiment que lui, ça glisse un peu sur lui, ces questions professionnelles. C'est quelqu'un qui a eu une vie très, très, comment on va dire, très riche en termes d'expérience professionnelle. Et vous allez voir on se le disait encore un peu avant de commencer, moi j'ai toujours eu le sentiment qu'il avait un rapport assez, avec une distance assez saine avec son travail. Et il va nous expliquer un peu pourquoi et comment il voit les choses. Donc, si vous voulez, dans notre rétrospective, de discuter un petit peu de tous les parcours professionnels et les parcours de vie parfois compliqués, je me disais que c'était intéressant d'interroger quelqu'un qui, lui, a ce rapport de distance au travail et qui prend, on va dire, le travail comme un instrument, quoi, quelque chose qui te permet d'avancer sur tes projets, quoi. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Voilà. Ça me nourrit quand même. C'est ça. De rencontres, d'expériences, oui. Tu gagnes ta vie aussi. Mais ça me nourrit, je parle aussi intellectuellement, parce qu'en fait on fait des rencontres au travail. Oui, et des fois de bonnes rencontres finalement, qui permettent de rebondir sur autre chose. Alors, est-ce que vous êtes partant? On y va? Donc hello du Portugal. Bon, je pourrais pas dire bonjour à tout le monde, hein, vous êtes encore très nombreux ce soir. J'ai mis le t-shirt à Lisbonne aujourd'hui. Ah mais oui, dis donc. Bravo. Et ben voilà, tu vois, spécial dédicace. Pour toi, Soli. Mais c'est vrai que Soli, tu nous l'as déjà dit que t'es au Portugal. Et d'ailleurs, redis-nous à l'occasion dans le chat si tu y es en vacances ou si tu habites là-bas. Bref. Fred, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Alors, j'ai toujours un peu une première question juste comme ça, pour que ça soit clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux dire, toi, un peu comment on se connaît? Ben oui. En fait, je me rappelle la première fois où on s'est connus, c'était à une expo photo, oui. À la Maison de Pays, enfin près de chez nous, là, où tu étais venu avec Samuel. Et alors, bon, bien sûr, les gens ne connaissent pas, mais Samuel, c'est le sosie de Fred. J'ai un copain qui a exactement la même tête que moi. Et c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Et en fait, on pourrait croire que c'est deux frères. Qu'on nous a mis en relation, d'ailleurs. Ouais, voilà, quoi. Et donc, du coup, on avait discuté... je ne sais pas si c'est une expo de moi ou c'était peut-être l'expo... Non, c'était une expo de Samuel, justement. Tu sais, ces trucs circulaires. Ah, des photos, justement, un peu d'histoire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est là où tu étais, tout ça, parce que je connaissais Samuel, mais pas toi, et que vous m'aviez expliqué que vous étiez pas frère, quoi, alors qu'on le croyait vraiment. Il me ressemble plus que mon propre frère, ça c'est ça. Voilà, et puis après, le hasard de la vie a fait que, quelques années après, j'ai eu une compagne qui était collègue de ta compagne. Voilà. Et donc, ça a renforcé le lien, quoi. Eh ben, tu l'as très bien dit. Donc, effectivement, la compagne de Fred est une ancienne collègue. C'est toujours une amie de Sophie, mais c'est une ancienne collègue de Sophie, puisqu'elle a même travaillé avec Sophie. J'allais dire dans sa dernière école. Non, Sophie a quitté l'école, et c'est dans la nouvelle école qu'ensuite elle a décidé d'arrêter. Voilà comment on s'est rencontrés. Donc, juste pour vous dire que, finalement, avec Fred, lui aussi, il vit dans la campagne girondine. On est voisins. Voilà, on se croise pas tous les 4 matins, mais on a toujours plaisir à se croiser. Oui. Et voilà. Donc, les présentations sont faites. Bonsoir tout le monde, merci. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je vous fais... Ah tiens, mon stream deck veut pas. Il m'agace. Bref, on y va. Alors, allez, première question toute bête. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Où tu as grandi? Comment? Si tu avais des frères et sœurs? Qu'on ait un peu une idée comme ça de où tu as vécu. Donc moi, je suis né en Gironde. Je suis un vrai Girondin. Je suis né à Florac, tout près de Bordeaux. J'ai fait les premières années, j'habitais vraiment Bordeaux avec mes parents. Puis après Senon, et vers l'âge de 10 ans, c'est là où je suis arrivé à la campagne, pas très loin d'ici, dans le Fronsadais, à une quinzaine de kilomètres de là où on est ce soir. Et voilà, donc après c'est une enfance heureuse. Heureuse. Voilà. Ouais, moi j'avais, franchement, j'ai eu des super parents, enfin voilà, tolérants, ouverts, etc. T'es arrivé dans ce coin du fait d'une mutation de tes parents ou Non, c'est mes parents qui... Alors, mes parents travaillaient à la ville de Senon, près de Bordeaux, toujours, ouais. Et en fait, ils ont fait construire leur maison, enfin, comme ça se faisait dans les années 70. Ouais, ça. Et donc, à l'âge de 10 ans, je suis arrivé dans le Fronsadais.
Et donc à la campagne. Et ça, c'est important pour moi parce que je pense que dans mon parcours... Ça a été fondateur. Oui, voilà. Ouais. Et après, à part 5 ans où j'ai vécu à Paris pour le boulot, enfin, par les hasards de la vie, j'ai toujours vécu après dans le coin, dans la campagne, dans la Haute-Gironde. Et toujours en Haute-Gironde, tu as aussi un peu bougé après. Haute-Gironde, Libournais. Voilà, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment tout proche, hein, tout proche de Saint-André. Donc on peut dire aujourd'hui, tu as un lien, tu te sens vraiment attaché à ce territoire, c'est important pour toi? Oui, et alors ce qui est marrant, c'est que ma grand-mère maternelle a, sur la fin de sa vie, vécu près de Saint-Christophe-de-Blaye, tu vois, aussi dans... Alors à l'époque, j'habitais dans une tour au 6e étage. Et, avant d'arriver, quoi. Avant d'arriver, ouais, voilà. Et donc du coup, quand on allait à la campagne, je retrouvais mes cousins, on faisait des cabanes dans la forêt, il y avait une toute petite forêt de pins à côté de chez ma grand-mère. Et pour moi, ça a été super, quoi. Ouais. Et de redécouvrir ça quelques années plus tard, parce que mes parents sont revenus habiter dans le coin, ça a été vraiment l'éclate totale. Toi, c'était déjà une projection de paradis, quoi. Oui, c'est ça. À cet endroit où on va pouvoir faire les fous, quoi. C'est exactement ça, ouais. Puis moi, mon enfance, c'était les cabanes, marcher dans la nature, enfin, voilà. Un vrai petit campagnard, quoi. Ouais, j'allais un peu à la chasse avec mon père à l'époque, mais enfin, mon père, c'était pas un gros chasseur, mais c'était aussi, je pense, pour se balader, avec le chien, avec ça. Et ça, c'est bien des années plus tard, je me suis rendu compte que c'était fondateur de beaucoup de choses. Mais c'était plus apaisé d'ailleurs le rapport à la chasse à l'époque. Oui. Il y avait vraiment limite la chanson de Delpech, quoi. C'est par-dessus les temps, envoyer les oies sauvages. Enfin, moi je me souviens avoir connu ça aussi avec mon père. C'est vrai qu'on n'avait pas on n'a pas cette difficulté aujourd'hui et qu'on peut avoir avec la chasse. Tout à fait. Oui. C'est le slogan qui dit la chasse est naturelle. Mais c'est ça. Mais c'est un peu ça, quoi. Et donc te voilà, jeune écolier, collégien. Alors je finis mes 2 dernières années de primaire à Cadillac-Fronsadais, enfin à la campagne. Et alors là aussi, pendant cette période-là, j'ai eu un prof qui a fait un remplaçant de l'institut principal pendant plusieurs mois. Et c'était un prof qui, après, je l'ai su des années plus tard, qui avait la méthode Freinet. Ah, d'accord. Et qui nous a fait découvrir des choses. En fait, on est arrivé le matin, il dit, bon, alors, il faut faire du français et des maths. On commence par quoi? Il laissait comme ça à la classe la possibilité. Et donc on votait, c'était les maths un jour, le français, et puis l'après-midi on faisait du théâtre, on faisait des choses comme ça, mais on faisait du théâtre, on écrivait les pièces de théâtre, enfin on faisait plein de choses finalement, on faisait du français, de l'histoire, de la géographie, sans s'en rendre compte. Mais par des moyens un peu pas traditionnels, quoi, un peu détournés. Tout à fait, et ça va laisser une forte empreinte franchement, je pense le côté artistique et tout ça qui de suite m'a plu, enfin le créatif, peut-être plus qu'artistique. Pour la liberté, peut-être déjà. Oui, aussi, ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça. Et puis mais vraiment le côté créatif, plus qu'artistique, de s'évader. Il n'était pas un peu isolé dans son école, Alors, en plus, tu vois, c'était parce que je te parle de ça, c'était 73, 74, donc c'était le mec les rips jusque-là. Je me rappelle, il y avait avec le recul, tout ça, il faisait vouloir venir des fois des copains, il en avait des grandes robes, c'était des hippies, quoi. Ah, ouais. Donc moi ça m'a plu vachement. Ça devait détonner dans la campagne girondine déjà à l'époque. Ouais, alors je sais, alors il était un peu, les parents d'élèves, ils disaient mais j'imagine. Qu'est-ce qu'il fait, enfin voilà quoi. Mais en fait c'était génial. Moi ça m'a laissé un super souvenir de prof, tu vois. Voilà. Donc déjà, dans la Nord-Gironde, on avait un problème avec la différence. Ouais. Bref, c'est pas le propos. Du coup, donc tu fais tes études, l'école, tu l'as fait dans le coin, donc tu as été au lycée ici. Après, j'étais au collège à Saint-André. Voilà. Et après, moi, j'ai fait un BEP d'agent administratif à Libourne. Voilà. Et t'as pris ça parce que c'est ce qu'on t'a proposé, par envie, par quoi? Non, moi, quand je suis arrivé en 3e, je voulais faire Sciences Po, mais on m'a dit, bon... Enfin, je voulais pas faire Sciences Po. Mais enfin, quand j'ai vu les études, j'ai dit, moi, je ferais bien Sciences Po plus tard. Mais on m'a dit, mais pour la seconde, t'as pas forcément le niveau. Enfin, parce que c'est surtout que j'avais rien foutu. Oui, c'est ça. À partir de la 5e, j'ai rien foutu au collège. Pour les raisons susnommées, la cabane, la campagne. C'est ça, Puis la découverte des copains, les mobilettes et compagnie, quoi, tu vois. Des copines aussi. Oui, forcément. Et donc, du coup, j'ai rien foutu au collège. Et après, quand il a fallu passer en seconde, on m'a dit, c'est pas qu'il pourrait pas, mais... C'est qu'il a rien foutu, ça va être compliqué. Il a rien foutu et ça augure pas de bonnes choses pour la seconde. Voilà, c'est ça. Il donne pas l'envie, on n'a pas l'impression qu'il va beaucoup s'y mettre. Ouais, c'est ça. Et alors du coup donc j'ai fait mon BEP, je suis sorti de mon BEP, que j'ai eu brillamment d'ailleurs. Je me rappelle parce qu'il y avait des cours de droit constitutionnel.
Ah, oui. Président de la République, l'Assemblée nationale, et ça m'a passionné, tu vois. C'est pour ça que, quelque part, quand je disais que je voulais faire Sciences Po, mais tu vois, il y avait de ça déjà, et qui m'a beaucoup servi après. Il a déjà quelque chose pour la science politique, quoi. Oui, ça, j'ai toujours aimé ça, hein, voilà. Et donc, je suis sorti de l'école en 81, voilà. Oui. Donc ça nous donne une idée de ta génération. Oui, voilà, hein, enfin voilà, je peux le dire en âge, j'ai 60 ans, voilà, bientôt 61, mais j'ai 60 ans, quoi. Et tu les portes très bien. Ben, ça va. Et donc, te voilà agent administratif. Oui. Enfin, formé pour, en tout cas. Formé pour, mais bon, je me dis que je ne vais pas bosser là-dedans, quoi. C'est pas forcément mon... Ça t'intéresse pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça, voilà. Donc, tu as ton BEP. J'ai mon BEP, ouais, voilà. Et puis bon, je me dis... à un moment, j'ai dit à mes parents, tiens, je vais faire une capacité en droit, tu sais, c'était à l'époque, pour avoir le niveau bac, etc. Et puis mes parents me disent, bon... Mais tu gardes ça quand même en tête, t'as cette envie de raccrocher quelque chose, quoi. Oui, c'est important parce qu'après, pour la suite, j'ai toujours après essayé de progresser. Et puis voilà, donc on est en 80, comme je disais, 80, 82, par là, ouais. Et à la même époque, je découvre des potes, on fait un groupe de rock, enfin voilà, quoi. Hein, on est en normal, la base. Ouais, voilà. Donc tu joues quoi? Tu joues de la basse. La basse, c'est vrai. Pas forcément très bien, mais par contre, je joue de la basse, mais c'est moi qui écris les textes des... Ah. Voilà, aussi, j'aime bien... Ouais, parce qu'il faudra qu'on en parle de ton rapport à l'écriture. Voilà, il y a aussi ça. Il se passe déjà plein de choses, hein, en fait, la jeunesse, là, ça... C'est ça, a posteriori, on se rend compte que finalement, tout était déjà écrit, enfin, où j'avais des envies, déjà, qui je savais pas comment peut-être les exprimer, et c'est mon parcours après qui fera que... mais je les ai toujours privilégiés, quoi. C'est en ça, peut-être que j'ai jamais... on dit toujours, tu sais, le truc bateau, de jamais abandonner son âme d'enfant et de tout ça. Et ça, c'est des choses que j'ai, consciemment ou inconsciemment, hein, je sais pas. C'est super intéressant, ça veut dire que tu découvres déjà des disciplines, l'écriture, l'envie d'apprendre, ce que tu dis, l'organisation administrative de ton système, de tout ça. Et tu gardes cette appétence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu sens que tu vas avoir des choses à faire avec ça. Oui. Tu lâches pas l'affaire. Oui. Et toujours comme ça, je me suis toujours nourri de ce que j'ai appris, même si c'était... même si c'était pas des trucs comme la compta et tout ça, tu vois. Mais après, j'ai participé à plein d'assauts, où j'étais trésorier, ou président d'assaut, ou d'autres choses comme ça. Et ça me servait. Tu vois, parce que, voilà, j'avais cette... Donc, toujours quelque chose quand même de très pragmatique et très collé au réel, quoi. Oui, c'est ça. Toujours eu besoin de ça, quoi. Oui, quand même, il y a toujours de trucs chez moi. Enfin, il y a le côté, toujours, comme je disais, créatif, enfin, à vouloir faire plein de choses, à toujours avoir des projets, des idées. Et toujours un côté aussi, enfin un peu côté aérien, enfin faire un peu n'importe quoi. Mais il y a toujours un côté qui m'enracine après, qui me ramène à la réalité. Qui se socle un peu, voilà. qui te donne une espèce de garantie aussi, d'avoir toujours quelque chose sur quoi t'appuyer et en faire quelque chose d'un peu solide pour pouvoir faire le reste, quoi. Tout à fait, c'est ça. Tu as toujours eu la tête sur les épaules, quoi, en fait. T'es jamais vraiment parti en vrille. Tu as eu tes crises un peu quand même jeune ou... Oui, bien sûr. Oui. Normal. Voilà, quoi, en gros, mon parcours entre... Donc, du coup, on fait une petite avancée. Te voilà donc jeune homme. Tu fais quoi? Donc, une fois que tu es sorti de cette école... Des petits boulots. Des petits boulots. Déjà, je passe mon permis. Je vais faire les vendanges. Je travaille, enfin, des petits trucs comme ça. Ouais, parce qu'on trouve toujours quelque chose à faire à la campagne à ce moment-là. Et puis, moi, je suis de la génération, en février 83, service militaire. Oui. Donc, un an, déjà, à l'époque. Et un an. Et là, parce que ce que j'ai pas dit, c'est quand j'avais 14-15 ans, je voulais être marin. Tu vois, je voulais m'engager dans la marine, faire l'école des mousses, etc. Et puis... Tu avais quand même plein de projets, quoi. Oui, toujours. Et donc, du coup, je fais mon service militaire dans la marine. Parce que tu as pu choisir. Parce que j'ai demandé et que j'ai pu le faire. Voilà, quoi. Bon. Mais en fait, j'étais fusilier marin, donc j'étais à terre, je gardais des avions, tu vois. T'as pas vu beaucoup de pays, alors? La Bretagne et le sud de la France. L'Orient uni. T'as vu l'essentiel. Voilà. Si t'as vu la Bretagne, t'as vu l'essentiel. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec ça. Ça va dans le chat? Vous nous suivez? Ouais, tout le monde discute. Je vois qu'il y a Babel qui... Ah oui, tu réponds aussi aux questions sur Discord. Ok, très bien. Bon, ok. Donc, l'armée, comment ça se passe? Bon, t'es pas trop réfractaire, ça glisse sur toi? Ouais, ça glisse sur moi. Après, je rencontre des gens, des potes, voilà, c'est... ce qui était intéressant à l'armée, c'est qu'il y a une solidarité.
On est tous dans la même galère. Tu rencontres des gens qui sont un peu plus vieux que toi, plus jeunes, d'autres qui... Des gens de partout, de toute la France, de toutes les conditions. C'est ça. Et ce meeting post, là, c'est très... Et donc tu te fais des fameux potes de régiment à l'époque. Pardon. Oui, je me fais des potes de régiment. Et c'est marrant parce que je l'ai retrouvé un sur Facebook avec qui on continue de... Quand on se retrouvait 40 ans après, quoi. C'est marrant, quoi. C'est la magie des réseaux, ça sert au moins à ça aussi. Ouais. Mais bon, après, je suis pas du tout militaire et militariste, quoi. Enfin, voilà. Je veux dire, ça me gonfle aussi, quoi, quand même. Je veux bien le croire. Donc, tu fais tes 1 an là-bas, mais tu les vis pas trop mal, c'est ce que tu nous disais. Oui, voilà. Finalement, ça va, quoi. Ouais. J'ai toujours eu un... Enfin, quand j'ai passé des tests psychotechniques, tout ça, dans d'autres formations, tout ça, on m'a toujours décelé un grand pouvoir d'adaptabilité. Ah ouais. Et ça, je m'adapte toujours dans... C'est pour ça, je pense que... Et t'es pas un angoissé, c'est-à-dire que ces situations-là, nouvelles, avec peut-être une perte de confort, de t'éloigner de ta campagne, et tout ça, ça n'a pas généré chez toi de l'angoisse? Non, jamais, J'arrive à m'adapter, et puis toujours à retirer quelque chose de positif. C'est ça. C'est surtout ça, je crois. Je pense Donc déjà, on peut dire que ça, c'est quand même dans ta nature. Oui. Quand même, déjà, depuis tout petit, t'es pas quelqu'un de pessimiste. Non, moi, dépression. J'ai pas eu l'impression d'être stressé, même, jamais, tu vois. Même, bon, si je le suis un petit peu, mais enfin, ça me gagne pas. Enfin, c'est une vraie chance. Oui. Ah ben oui. Donc, on avance, tu reviens, t'as fini l'armée. Ouais. Donc ça s'est plutôt bien passé, tu reviens. Est-ce que tu es déjà un peu toujours dans l'artistique à ce moment-là ou... Eh bien, oui, je fais toujours un peu la musique avec mes potes, c'est de 81 jusqu'aux années 84, 85. Voilà, donc on essaye de... Parce qu'en fait, on a monté un groupe, mais personne ne savait jouer d'un instrument, tu vois. Oui, mais c'est ça qui est chouette, on a fait toute l'histoire du rock comme ça. Ouais, c'est ça. Donc on prend les guitares, la batterie, et puis on y va. Puis c'est la grande époque, quoi. C'est les années 80, c'est Téléphone, Trust, enfin les Clash, enfin voilà, quoi. C'est le do it yourself et tout ça. Et effectivement, tu peux jouer une foultitude de morceaux en connaissant 3 accords, quoi. Mais c'est ça, quoi. Et ça sonne tout de suite. C'est ça. Et c'est marrant parce que je vois Corinne qui dit on reconnaît l'intelligence d'un homme ou d'une femme à son adaptabilité. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que c'est souvent les gens un peu obtus qui ont du mal à s'adapter, qui sont... Bon, voilà. Oui. Après, moi, j'ai connu des gens très sympas, mais qui avaient un vrai problème avec le changement. Dès qu'on bougeait quoi que ce soit, ça devenait compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que je comprends pourquoi tu dis ça, Coco. Du coup, on revient, donc l'armée, et là, tu es un peu face à toi-même, là, c'est-à-dire qu'il faut lancer quelque chose, quoi. Mais très très vite, toi, j'ai fini l'armée en février, par là, 84, et en avril 84, je vais bosser dans un supermarché, pour l'été. Alors ici, dans le coin, toujours? Oui, en Barès, tu sais, au Leclerc en Barès, là où il y a le bricot Leclerc. Ouais, tu vois, enfin voilà. Et là, j'y vais pour l'été, et puis finalement, il me garde, à la fin de l'été, il me dit, on est content de toi, on te garde, mais par contre, tu vas changer de rayon. Et alors, parce que j'étais au rayon saisonnier, tu vois, donc c'était l'été, on mettait les articles de plage en rayon, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et là, on me dit, on te garde, mais tu vas aller à la poissonnerie. Ah, non, rien à voir. Rien à voir. Enfin, rien à voir. Enfin, toi, c'était un peu dans le thème du le marin, la mer, oui, c'est un peu tiré par les cheveux. mais du coup, t'es pas loin, ça me plaît, finalement. Mais oui. Et puis, dans la poissonnerie, on sert au rayon, donc on a un vrai contact avec les gens. Tu vois, les gens disent, c'est quoi ça? Vos merlans, ils sont frais? Mais oui. Enfin voilà, tu vois, c'est... Et donc, tu es dans la relation. Et ça, je découvre ça, la relation avec le client, et ça, j'aime ça. Ce commerce de proximité, ça me plaît beaucoup, quoi. Moi, on rencontre des gens, des clients qui viennent tous les jours, donc ça se passe super bien. Tu as des fidèles un peu, tu noues des liens, quoi. Ouais. C'est marrant parce que c'est quand même systématiquement comme un flipper, quoi. Oui. Boum, là, tu rebondis sur quelque chose, ça t'envoie vers autre chose. Dans le bumper d'en face, tu sais, comme dans Vous savez, vos flippers de téléphone. C'est exactement ça, quoi. Ah ouais, c'est vraiment intéressant de mettre les choses comme ça en perspective, de voir comment il peut y avoir des cohérences dans les choses. Surtout quand on a après comme ça une petite maturité, un peu de recul sur son parcours, et on arrive à remettre les choses en lien, et on se dit que finalement, il y a des hasards qui font vraiment bien les choses, quoi. Mais c'est ça, parce que je le raconte aujourd'hui comme ça, mais sur le moment, je le vis pas comme ça, quoi. Mais c'est avec le... Ça, c'était il y a 40 ans, quoi, tu vois. Et donc, du coup, on s'est dit... En tout cas, moi, ce que je retrouve vraiment dans ce que tu dis, ce qu'on voit pour l'instant, comme fil conducteur qui se dessine, c'est toujours aller un peu dans le sens du vent, de voir un peu ce que ton étoile te propose, d'être toujours un peu à l'écoute,
Parce que tu as toujours été à l'écoute, en fait. Dès que tu as une opportunité, tu tentes et tu vois si ça... Si ça me plaît, Voilà. puis on voit où ça me mène, surtout. Quoi. Ouais. Et puis moi, j'aime bien le côté un peu aventureux. Enfin, la vie, c'est comme une aventure, quoi, tu vois, et j'aime bien ce côté-là. On part sur un chemin et on ne sait pas où nous conduire. Et il y a des routes à droite, à gauche. On en prend, on n'en prend pas. Ouais. Et c'est vraiment et ça. Sans quoi. crainte. Enfin, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est souvent ce qui paralyse tout le monde. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens. C'est la crainte, quoi. Qu'est-ce que je vais trouver? Je pars, je sais ce que je laisse, qu'est-ce que je vais trouver. Toi, t'as pas peur de ça, au contraire. Non, au contraire. Une d'avidité d'aller voir. Ouais, justement, d'aller voir un peu ailleurs, etc. Quoi. Ouais, mais c'est chouette. Je sais pas si on est comme ça ou si ça se travaille aussi, ça. Je sais pas. L'inné et l'acquis là-dessus. Oui, alors ça, je sais pas. Moi, je crois que c'est inné. Enfin, inné. Ça a toujours été comme ça. J'ai pas eu le choix, quoi. Je me suis jamais... Ça a toujours été comme ça, ma vie, finalement. Tu vois, Alors, c'est peut-être aussi mon éducation. Enfin, mes parents qui m'ont toujours assuré, qui m'ont toujours... Mes parents, ils ont tout... Alors, ils avaient plutôt une vie stable, des fonctionnaires, fonction de la collectivité territoriale. Et moi, par contre, petit, je me disais toujours... Non. Parce que mes parents m'ont proposé de rentrer... j'ai même passé J'aurais pu à un moment rentrer à la ville de Thonon, tu vois. Surtout cette génération. Oui, voilà. Nos parents et tout, ils voulaient absolument nous mettre dans des trucs comme ça, quoi. Il fallait qu'on passe des concours, que ce soit... C'est ça. Et moi, j'ai passé le concours de la Poste parce que mes parents m'ont obligé, mais bon, j'ai été en touriste. Enfin, voilà, quoi. Et un jour, j'aurais pu même travailler à la ville de Thonon et j'ai pas voulu, quoi. Tu l'as pas senti? J'ai pas senti parce que j'avais, je sais pas, c'était un peu plus tard, quoi. J'avais 23, 24 ans et je me suis dit, tiens, 24 ans, je vais pas me mettre dans un boulot qui va m'amener jusqu'à la retraite. Moi, j'ai envie de faire autre chose dans ma vie, de trouver, de découvrir. Tu vois, c'est l'idée première qui m'a donné envie de te faire venir. Parce que du coup, nous, c'est un peu ce qu'on a fait, mais sans doute poussé par nos parents. Tu vois, Sophie, mais moi, je vois mon frère, et tout, nous, on a eu ça par nos parents. Nos parents nous ont dit, il faut passer un concours. La panacée, c'était d'avoir un concours. Puis comme ça, voilà. T'attendais que ta vie passe en faisant construire ta maison, machin. Sauf que bon, l'histoire démontre après que c'est pas si simple que ça. Ouais. Alors moi, j'avais... Toi, je suis assez impressionné par quelqu'un qui est à ton âge, tu vois, à ce moment-là, se dit, non, moi, c'est plutôt ça qui m'angoisse, moi. Ouais. Alors moi, il y avait deux trucs qui m'angoissaient, c'était avoir le même boulot toute ma vie et acheter une maison. Ah ouais. Parce que ça te liait à un endroit et tout, voilà quoi. Ouais, donc t'es quand même quelqu'un qui est un esprit vraiment libre. Oui. Je veux dire, t'avais je dis... Enfin, je sais pas, la marine, tout ce que tu mets en perspective, mais il y a quand même l'idée de ne pas avoir d'attache, quoi. Oui, alors, moi, j'ai toujours, après, très très vite, après mes 20 ans, tout ça, c'était le voyage. L'envie de voyager, de partir, d'où la marine. Et ce que j'ai pas dit, c'est que je suis issu par ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle est née dans une roulotte. C'est des gens du voyage. Ah ouais. Et tu vois, c'était des gens du cirque. Ils avaient un énorme cirque. Avant la guerre 14, mais dans le milieu du cirque. Avant la guerre 14, il y avait l'un des plus grands cirques de France qui se déplaçait par train, etc. Quoi, tu vois. Et donc, du coup, cette histoire, on l'a toujours racontée petit, et elle est ancrée en moi, tu vois, et c'est quelque chose qui m'a... Donc, il y avait peut-être même un peu ça dans les gènes, quoi. Oui, peut-être, on pourrait dire ça. Je ne sais pas si c'est vraiment dans les gènes. Non, mais c'est des grandes questions, ces trucs-là, tu sais, on s'interroge beaucoup sur ce qu'il y a dans les gènes, ce qui... voilà. Donc le cirque, carrément. Oui, moi j'ai des photos de ma grand-mère où elle était antipodiste, tu sais, elle faisait tourner des ballons sur ses pieds, marcher sur les ballons, tout ça, mais c'est des trucs qui datent... Alors, c'était surtout un peu... Ma grand-mère, c'était la période après la guerre 14, parce que le cirque, il a été... Après la guerre 14, il n'existait quasiment plus dans sa formule, la première formule qui était énorme, qui se déplaçait par train, parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu des morts, les chevaux ont été réquisitionnés, et donc après, ça a été éclaté... L'affaire a été remise à plat. Voilà, et ça a été éclaté dans des petites unités, quoi. C'était le petit cirque, tu sais, qui venait dans le village et tout ça. Et ma grand-mère est née dans une rulotte où ils étaient 12 ou 13 enfants, enfin voilà, tu vois, des choses comme ça. Ce qui fait que toi, tu as un rapport comme ça au nomadisme, tout à fait. La vie comme ça en caravane, machin, qui est plutôt quelque chose de positif aussi. Oui, non, mais ça, c'est... Moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui... ça, c'est marrant, tu me l'avais jamais dit, ça. Oui, tu vois, c'est pour ça, ça me revient au fur et à mesure de la conversation, parce que c'est... Mais c'est pour ça que c'est intéressant, ces conversations, tu vois, de revenir un peu sur les parcours comme ça, parce qu'il y a des trucs qui ressortent juste, tu te dis, ah, mais c'est vrai, bon sang. Donc, tu vois, et du côté de mon grand-père maternel aussi, c'était une famille de marins, tu vois, donc c'était des Bretons, justement. Donc on est toujours sur chercher des horizons. Des horizons, voilà. Et aller se nettoyer la tête ailleurs. C'est ça. Mais quand même, on a quand même commencé l'entretien en disant que tu avais une espèce d'ancrage avec ce territoire. Oui. Donc un peu comme si tu avais une encre
poser quelque part, quoi. Un port, en fait, où tu reviens. Oui, mais... Tu as ce besoin-là, en fait. Oui, je pense que souvent, les voyageurs disent que le meilleur moment du voyage, c'est quand on rentre. Ben oui. Tu vois, parce que je pense qu'il faut avoir un ancrage pour pouvoir partir plus loin. Si tu as cet ancrage... Ne serait-ce que pour avoir des choses à raconter à des gens, et puis, voilà. et puis comparer, et puis... ouais. Bah, toi, moi, par exemple, j'ai vu mes parents être un peu expats. Je sais que Sophie a beaucoup vécu ça aussi avec ses parents. Tiens, on entend sonner les chiens. Ouais. Je pense que ça doit être ta chérie qui vient nous rejoindre. Et les expatriés, moi, j'ai souvent vu des gens, en suivant un peu mes parents, là, mes parents habitaient à Mayotte et tout ça, j'ai souvent vu des gens qui étaient en souffrance, en fait. Des gens qui étaient malheureux d'être déracinés. Enfin, toi, ça peut être un vrai souci d'être déraciné, quoi. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir des racines pour pouvoir partir. Ben voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est comme, je ne sais plus qui disait, à un moment donné, il faut pouvoir naviguer, mais avoir toujours un œil sur la côte. C'est-à-dire qu'on sait où est-ce qu'on peut revenir, quoi. C'est ça. Ouais. Bon. Alors. L'expérience des parents et des grands-parents. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? On fait une petite pause, on vous lit. Un emploi pour la vie. Ouais, je vois que vous avez eu les mêmes débats. Vous écoutez studieusement, c'est chouette. Alors, on continue. Donc, on en était où? Donc, tu étais à la poissonnerie? Ouais, voilà, donc j'y reste 2-3 ans. Et après, alors là aussi, je vais faire un boulot vraiment alimentaire, où je vais travailler dans un entrepôt chez Olida, tu vois, dans Jambon et compagnie. Donc, la poissonnerie est finie, en fait, à ce moment-là. Ouais, c'est moi qui me barre, parce qu'on me propose un autre boulot où je vais travailler de nuit. Et donc, du coup, en travaillant de nuit, c'est mieux payé, etc. Donc, je m'en vais dans la poissonnerie du Leclerc, quoi. Donc, mais c'est ça qui à ce moment-là, c'est ce que tu sens. Ouais. L'idée d'aller mieux gagner ta vie. Et puis, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis à cette époque-là, ça vient aussi où c'est ma première vraie copine, etc. Ouais. Donc du coup. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Donc il y a une place pour les amours dans tout ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est aussi ceux qui peuvent m'attacher aussi. C'est souvent une encre qui vient se poser aussi. C'est ça. Lorsque tu disais aussi dans les projets de s'installer quelque part ou quoi, ça peut être ça. Ça peut être une rencontre, une jolie rencontre en général qui donne envie. Ben c'est ça, c'est vraiment ça. Je suis avec une nana, une copine de ma sœur, de sa classe, etc. Et qui c'est marrant, qui fait des études pour être hôtesse de l'air, quoi. Ah ouais. Du coup, comme de par hasard, c'est elle qui t'a intéressé. Tu vois, elle fait un BTS tourisme et tout ça. Et donc, du coup, on a le projet vraiment de partir aussi à un moment, tu vois. Donc, du coup, et donc là, je travaille la nuit. Et c'est à peu près à l'époque aussi où on y vient, puisque la constante de ma vie, c'est là où je découvre la photo. Parce qu'on a oublié de le dire, mais... J'étais curieux de voir quand est-ce que ça allait arriver. C'était même un peu avant que je rencontre... Ouais. Mais j'arrête un peu la musique parce que finalement je suis bassiste, mais entre les 3 temps, les 4 temps, je m'y perds un peu. Quand ça devient un peu trop technique... Oui, voilà. Donc, du coup, il y a ce moment où j'arrête la musique et de suite je me mets à la photo parce que je sais que... Bon, j'adore le cinéma, enfin... Voilà, c'est vraiment un truc qui me branche. Donc on y vient, les amis, c'est pour ça aussi que je voulais vous parler de Fred, parce que je ne sais pas si vous avez vu la story que j'ai faite, mais je vous disais, Fred, il est photographe, mais il n'est pas photographe, mais en fait, il est photographe. Et c'est vraiment ça que je voulais aborder avec toi aussi, c'est ce rapport à la photo. Alors, on va le décliner, mais voilà, je voulais juste faire un point à ce moment-là et de dire qu'effectivement, ce qu'on voulait aussi faire dans ton parcours, c'est arriver à mettre le doigt sur le moment où arrive la photo. Voilà. Donc tu la découvres à ce moment-là, là Ouais, voilà. Par hasard ou Non, je te dis, j'aimais bien ça, tu vois, déjà, j'aimais bien l'image. Ton père, il y avait un appareil à la maison qui traînait? Non, il avait une caméra Super 8, mais il n'avait pas de... Enfin, il avait un Instamatic, enfin voilà, un petit Kodak. Et tu avais connu peut-être aussi, je sais pas, à l'école ou en milieu associatif, les salles de développement? Oui, voilà, j'avais connu ça... Parce que c'est un peu... Dans une génération, il y avait ça dans les écoles, ou dans les mairies, au milieu associatif, il y avait souvent la salle où on pouvait développer les photos. C'est ça. Ça, je le découvre, j'ai 16-17 ans, tu vois. Avant même de faire de la musique, je découvre ça, comme ça, un peu par hasard. Donc les odeurs, les fixateurs, ouais, c'est ça. Moi, j'ai ça dans la tête comme des madeleines. Et ouais, c'est madeleine. Et donc, du coup, quand j'arrête la musique, tout naturellement, je me dis, je vais faire la photo. Tu vois, parce que c'est un truc qui de suite... qui revient, quoi, en fait. Et je dois avoir une vingtaine d'années, 20, 21. Je me dis, je vais faire la photo, et voilà, quoi. Et donc là, tu t'achètes un appareil? Et là, comme je bosse, je m'achète un premier appareil. Et déjà un truc un peu... je sais pas comment c'est à l'époque. Il y a des produits, des appareils un petit peu d'entrée de gamme. Comment ça se passe? Oui, enfin là, je prends déjà un bon appareil. Déjà un truc, vraiment, un boîtier. Oui, un boîtier, réflexe, un Nikon. Voilà. Très vite, je m'achète aussi un agrandisseur et je me remets avec mon père, on fait un petit labo dans le garage, un petit coin, là, et je me remets à faire de la photo, pas mal de noir et blanc, développer, et me faire mes tirages. Et comment tu apprends à l'époque?
tout seul. Tout seul, c'est ça? Moi, j'ai beaucoup appris. C'est un des constantes aussi, c'est que je suis autodidacte dans plein de choses. Et ça, c'est... Parce qu'à l'époque, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas de bouquins. Et non. Enfin, si, il y a des bouquins. Il y a des bouquins, il y en a plein. Mais il n'y a pas Mais il n'y a pas YouTube. YouTube, quoi. Tu ne dis pas voilà, comment régler, je sais pas moi, mon exposition, machin. Mais voilà, il y a une revue Chasseur d'images qui existe encore. Ouais, et j'apprends avec les revues, les photos, Et tu l'expliques comment cet élan? T'es fasciné par l'objet, t'es fasciné par je sais pas, la lucarne. Est-ce que ça s'explique? Je sais pas. C'est juste bête ma question, mais franchement, je sais. Non, l'attiré par l'image. Ouais, c'est ça. Je te dis, moi, le cinéma d'abord, tu vois. Mais le cinéma, ça me paraît beaucoup trop compliqué, tu vois. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas de vidéo, enfin, c'est que des grosses caméras, tu vois. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Donc la photo, c'est vraiment le truc le plus simple. Et puis il y a ce goût aussi c'est ce que je disais à mon père, la chasse, la nature, de marcher, de faire des balades. Et je prends mon appareil, et je commence à partir, à marcher, à découvrir. Voilà. Et parce le que voyage. Peut-être aussi, à ce moment-là, tu prends ça aussi un peu en pleine figure, la beauté des paysages, cette nature un peu sauvage que tu disais là. Oui, c'est ça. Je prends ça, c'est ce qui me plaît, quoi. Enfin, voilà, ça. Puis avec le voyage, j'ai envie de partir loin. Voilà, quoi. Ouais, et puis je veux dire une banalité que tout le monde attend, mais t'as envie de shooter quelque chose, quoi. Mais voilà, toi, tu shootes pas les animaux, quoi. Non. Ok. Donc te voilà avec l'appareil photo, et là, il se passe quelque chose, quoi. Oui, là, franchement, il y a un truc... Là, oui, ça devient vraiment la passion, quoi. Voilà. Et qui me lâchera toujours jamais. Et voilà, c'est ça. Et que j'ai toujours. Et un truc qui prend tout de suite beaucoup de place. Oui, beaucoup. De suite, ça prend toute la place, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Et ça se manifeste comment? Tu as toujours ta sacoche, ton appareil, toujours un appareil en bandoulière? Toujours, quasiment, ouais. Et dès que je peux, je fais des photos, tout le temps, quoi. Et donc un peu en autonomie, c'est-à-dire que tu prends tes photos, tu les développes chez toi dans ton petit labo, comme tu disais, ouais, c'est ça, en noir et blanc, ouais. Et puis voilà. après, je fais aussi un peu de couleur, et à l'époque, c'était des diapos. Tu sais, parce que tu fais tes photos diapos et tu les as, parce que ça coûtait moins cher que le tirage. Enfin, voilà, quoi. Et ça, j'en fais beaucoup. Et puis, comme je te dis, à l'époque, je commençais à travailler de nuit. Ce qui fait que en plus, un travail de nuit assez cool, des fois même dans la nuit, on pouvait dormir. Ce qui fait qu'après, j'avais toutes mes journées, quoi. Et donc, du coup, en ayant mes journées, tu te reposes au travail, c'est ça? Quasiment. Ouais, tu m'étonnes, après, ça peut être cool. Et puis, bon, je dormais juste le matin, mais après, j'avais mes après-midi, donc je pouvais aller faire des photos, voilà, quoi. Ouais. Je vois Peste qui... Non, c'est Isabelle qui dit « Je crois que je remonterai un jour un labo argentique ». J'ai l'impression que ça revient un petit peu. Oui, hein? Ça, le labo argentique, oui, ça revient énormément. Oui, c'est ça. Il y a Pentax qui vient de sortir un nouveau boîtier argentique. C'est dingue. Ça faisait, je sais pas... Et ça veut dire qu'il faut remettre en vente ce qu'on trouve plus. Des pellicules, comment ça se passe? On trouve beaucoup de pellicules. Ah ouais? Oui, mais oui, ça c'est... Mais où alors? Sur Amazon? Oui, encore si tu veux. Non, mais enfin, si n'importe quel site de vente en ligne de matériel photo propose toute une gamme de pellicules photo. Il y a même des... Puis on trouve des mecs allumés. Il y a un mec du côté de Nantes qui refait des films, qui a inventé une pellicule, quoi, qui a arraché des papiers japonais, ça s'appelle du washi, c'est du papier en papier de riso, qui met des machins et qui remonte des pellicules, qui revend ça. Qui refabrique des... Ouais. C'est de la pellicule artisanale, quoi, tu vois, donc... alors qu'il y a un effet très particulier, mais qui est hyper intéressant. Et quand tu vois maintenant même les groupes et les jeunes groupes, mais même des plus anciens, enfin moi je suis un grand fan de Moby, je vois qu'en ce moment il refait un truc là et c'est en vinyle, quoi. On revient vraiment à tous ces trucs là. L'analogique, quoi. Hein. Je veux dire l'argentique, l'analogique, une qualité de son, d'image, de grain, de quelque chose qui... C'est ça. Voilà. Je sais pas si... L'autre jour j'étais à la Fnac, ça faisait hyper longtemps que j'y avais pas été. Et en fait, t'as plus de rayon t'as un super rayon de vinyle, quoi. Enfin, le rayon musique, c'est que des vinyles. Oui, c'est ça, le CD disparaît. Oui, il n'y a plus de CD. Bon, c'est du streaming, mais après, les gens, ils se font plaisir. Mais c'est vrai, hein. C'est un rival vol là-dessus. Bref, tant mieux. Tant pis, j'en sais rien, j'ai pas de... Tant mieux, j'en sais rien, mais je trouve que c'est... En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un grain sur l'image. Alors d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, mais ça, on en parlera plus tard, parce que... On en parlera plus tard. Parce que je crois que tu as gardé aussi cet intérêt pour les vieux appareils photo. Oui. Tu as gardé un lien, là. Il y a quelque chose de... Oui. Bon, mais continuons sur ton parcours. Donc, tu découvres la photo à ce moment-là. Donc, tu travailles chez une marque de pâté la nuit. Oui. On s'en fout de dire les marques, nous. Et la nuit, donc. Et du coup, ça te laisse le champ libre, en fait, pour développer
passion, on peut parler de passion déjà Oui, ou... oui, très très vite, ça prend vraiment le pas. Et t'en fais quoi de toutes ces photos? Tu les gardes pour toi, tu les montres? Parce que non, je les ai pas forcément montrées à l'époque, tu vois. Moi, alors, malgré tout ce qu'on a dit, il y a une partie de moi qui est très timide à l'époque. Voilà, quoi. Mais j'ai beaucoup... Donc c'est un moment aussi où tu es face à toi-même un peu, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être solitaire, le fait de faire de la photo. Oui, alors bon, j'ai ma petite copine, je la prends en photo, enfin je montre une photo aux copains comme ça, mais voilà. Mais ça reste un truc... Puis c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu montres facilement les choses sur les réseaux sociaux et tout ça. Oui, c'est ça. À l'époque, tu fais quoi? Surtout les photos maintenant. Enfin, je veux dire, oui. J'en sais rien, je vais employer ce mot, mais la valeur de la photo n'est plus la même. À l'époque, quand tu avais une photo, même quand moi je n'étais pas photographe, mais quand tu allais faire développer ta pellicule de 24, tu te disais pourvu qu'il y en ait des biens dessus, et puis c'était pas rien les photos. Oui. Maintenant, la photo, elle est jetable, on en prend. Banal, tu vois, Ok, donc tu te retrouvais... Alors, ce stock de photos, tu as un rapport à la photo, mais tu te dis pas forcément je vais exposer ou des choses comme ça. Non, puis j'ai pas le réseau, si tu veux, c'est ça aussi. Ouais. Et à l'époque, c'est pas aussi évident qu'aujourd'hui, tu vois, d'avoir le réseau. Je trouve que aujourd'hui, des expos, il y en a beaucoup plus. Tu vois. Enfin, même nous qui vivons à la campagne, il y a toujours une expo dans le coin, quelque chose comme ça. Puis j'ai envie de dire, moi, tous les photographes, vous avez au moins la possibilité d'avoir un compte Instagram, un endroit où vous pouvez vous mettre votre travail. Quoi. Donc on peut avoir une idée de ce que vous faites déjà. Mais tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est déjà... bon, après, il y a d'autres débats forcément derrière, parce qu'il y a l'idée après de se dire, justement, la photo est tellement, tout le monde en fait, que comment on peut reconnaître tu vois, la qualité d'un vrai professionnel ou de choses comme ça. Mais bon, c'est un autre débat. Oui, après ça, oui. Et donc, du coup, après, chemin faisant, je me dis quand même, bon, je veux reprendre un peu des études, tout ça, tu vois, parce qu'il y a quand même... Je me dis, bon, enfin, il y a la photo, c'est bien beau, mais comme je te dis, on ne fait pas grand-chose, finalement, si ça devient une passion. Et ce boulot est peut-être pas très le boulot, intéressant non plus. Non plus, voilà, il est vraiment alimentaire, etc. Et puis il me laisse du temps. L'avantage qu'il a, c'est qu'il me laisse du temps. Et là, Et puis moi, l'handicap que j'ai toujours eu, c'est que j'ai pas le bac. Faut pas perdre ça de mémoire parce que quand tu veux reprendre... une époque où c'est le sacro-saint bac, quoi. Hein, voilà, c'est le sésame de tout. C'est le sésame, voilà. Et puis finalement, je découvre qu'on peut faire un UT de journalisme, à Bordeaux notamment, sans avoir le bac. Diantre. Et il faut par contre passer un concours. D'entrée, quoi. Une épreuve d'histoire histoire de valider quand même un niveau, quoi. Oui, voilà. Une épreuve d'histoire et de français. Donc je reprends des cours du soir. Et il y a des cours du soir qui te forment pour passer ce petit diplôme-là, qui te permet, non pas de rentrer à l'école de journalisme, mais de pouvoir prétendre à passer le concours. Ah oui. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, journaliste, ça coche toutes les cases. On peut voyager, j'aime bien écrire, parce que j'ai toujours écrit, et la photo, ça va bien avec. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je prends mes cours du soir, etc. Et puis là, je tombe sur... Donc, au niveau alimentaire, tu vis comment, là, à l'époque? Là, je travaille toujours... la nuit. La nuit, et donc, tu arrives quand même à dégager du temps. Oui, parce que est-ce que tu as une capacité de travail hors norme, ou est-ce que vraiment ce boulot... non, mais le boulot, je commence qu'à 22h. Je fais 22h, 6h du matin. Et le cours du soir, c'est 18h, 20h. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, du coup, c'est 2 heures, 3 fois dans la semaine. Et tu peux récupérer dans la journée. Ouais, voilà. Et tu as même du temps pour aller shooter à droite à gauche. Voilà, et puis faire les devoirs, parce qu'il y a un peu de devoirs. C'est ça. Voilà. C'est une époque heureuse, j'imagine. Oui, complètement. Ouais. Quand avec le recul, je me dis, c'est ça. Plein d'espoir. Plein de projets. Ouais, et puis toujours attiré par, dès qu'il y a une étoile qui te fait un signe. C'est ça, ouais. Et alors, cette histoire d'IUT alors, je passe le concours. Je réussis l'épreuve d'histoire et de géographie. De français, pardon. Et il faut dire que l'histoire et le français, c'était les deux matières que j'ai toujours préférées à l'école. Ça tombait bien, quoi. Et du coup, je passe l'IUT de journalisme. L'IUT de journalisme, à l'époque, c'est un écrit. Et après, un écrit, il y a à peu près 500-600 personnes, un amphi. Ils en prennent une cinquantaine, soixantaine pour passer un oral. Un vrai concours, quoi. Un vrai concours, quoi. Et coup de bol, je suis admis à l'oral. Bon, là, je suis super content, tu vois, parce qu'à l'oral... Mais en fait, quand je vais passer l'oral, je me rends compte que je suis dans les derniers admis à l'oral, tu vois, parce que c'est un classement par points. Je crois qu'ils en prennent une soixantaine et je dois être 58 ou 59. Et ça, tu te rends compte au moment où tu arrives à l'oral, quoi. Voilà, parce que quand je passe devant les examinateurs, ils me disent, voilà, vous êtes temps, enfin voilà, quoi. Donc ils me disent, il faut vous accrocher parce que c'est pas gagné, quoi. Et c'est marrant parce que l'oral,
j'ai oublié son nom, mais je passe l'oral avec le scénariste d'Enki Bilal, Ah oui. qui était prof de journalisme à l'IUT de journalisme Bordeaux. Le scénariste de CBD, quoi. Oui, de CBD. Ah ouais. Et je passe mon... Mais à l'époque, je ne le connaissais pas, enfin, je l'ai su après. Et je passe... D'accord. Et alors, du coup, Et cet oral, tu te fais rétamer? Non, j'ai 20 points sur 25 possible, tu vois, j'ai 20 sur 25. Bah, super. Ouais. Et du coup, je suis sur liste d'attente et j'attends toujours. Ben, voilà. Parce qu'en fait, ils en prennent sur les Et les 500, places sont 600, chères, ils en j'imagine. prennent 32, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je dois finir dans les 40, 42e, ou 43e, ou 50e, peut-être, tu vois, enfin. Ouais. Et donc, du coup... Et les places sont chères, c'est-à-dire que du coup, ceux qui ont eu leur personne s'est désisté, quoi. Oui, voilà, ou très très peu, ou le mec parce qu'ils avaient un autre IUT, peut-être à Lille, ou... et qui, voilà, c'est juste ça, quoi. Voilà, quoi, donc ça marche pas, quoi. Mais j'essaie de le repasser pendant quand même 3 années de rang, et les autres années, je me fais étendre direct à... Et alors du coup, je t'arrête juste là-dessus parce que pour lire un peu ce que nous disent nos amis, et je vois qu'il y a Pest qui dit tu avais un thème de prédilection dans tes photos. C'est une question intéressante, je trouve. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu prenais est-ce que tu shootais toujours un peu les mêmes choses ou Je faisais la pas mal... nature? Beaucoup, ouais, voilà, nature, paysage. Moi, j'ai toujours, ça souvent, voilà. Et puis, faire poser, j'ai fait des photos aussi, un peu posées avec ma sœur, enfin, ma copine de l'époque, voilà, quoi. Ouais, donc t'aimais bien quand même cette idée-là de portrait aussi Un petit peu, ouais. Parce que j'ai pas l'impression de ce que j'ai vu de ton... Parce que je te suis sur Instagram, bien sûr, et j'ai pas l'impression que tu le fais beaucoup. Enfin, je vois bien que quand vous voyagez avec Delphine, on peut dire son prénom, oui. De ta compagne, je vois que tu aimes bien la prendre en photo, mais souvent tu la mets... elle devient, comment on va dire, un sujet dans le paysage. Enfin, les deux dans ta composition. Je te dis ce que je lis de ta composition, puis après tu nous dis ce que t'en penses. Mais dans ta composition, on voit souvent, effectivement, tu composes ta photo comme ça. Tu prends ta compagne dans un paysage. Enfin, on sent bien que les deux ont un rôle à jouer. Oui, c'est vrai. Je sais pas comment décrire la chose, mais... Oui, parce que ça, des fois, ça donne... le personnage, il va donner une notion d'immensité du paysage, enfin de grandeur du paysage. Oui, ça permet de mettre les choses en perspective. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, des fois, tu prends un truc, mais on n'a pas l'idée de... Et c'est marrant parce que, du coup, par rapport justement dans la perspective de ce que tu viens de nous raconter, si on voit ton travail, alors là, on va pas pouvoir le partager, on donnera ton Instagram, vous irez voir son travail, mais on est toujours sur des horizons lointains, en fait. Oui, avec des grands ciels. C'est ça, des profondeurs de champ, des niveaux. Oui. Hein, t'aimes bien avoir des choses au premier plan, en arrière-plan. Tu travailles beaucoup ça? Oui, toujours, oui. C'est marrant parce que finalement, non. Est-ce que c'est pas un peu ce que tu viens de nous raconter sur comment tu vois la vie un peu? Oui, je pense. Mais moi, j'ai des photos où des fois, quand je les vois, dans ce que j'ai fait, qui n'est pas conscient au moment où je l'apprends, où je fais la photo, où ça me renvoie des choses comme ça, quand tu dis sur une philosophie de vie, tu vois, des choses comme ça. Que tu n'as pas forcément au moment où tu shootes. Non. Avec le recul, tu dis, tiens, j'ai pris ça comme ça. Ouais. Et tu sais, quand je shoot, je veux dire, c'est beaucoup instinctif finalement. Enfin, je trouve, Et puis maintenant, avec le temps, en fait, aussi, ça... Et c'est après, des fois, où je me dis, encore, on retombe. Je ne sais plus quel photographe qui disait, en fait, on fait toujours la même photo. Ben oui. Et c'est une photo qui a un rapport sur... Enfin, on va pas faire la psychanalyse de balle, mais enfin, qui a un rapport avec... Mais j'aime bien ça. Il y a plein d'artistes qui disaient ça. Lou Reed disait ça. Il dit, moi, toute ma vie, j'ai écrit la même chanson. C'est ça. J'ai vu l'autre jour, c'est Bono de YouTube qui disait la même chose. Mais je pense que c'est toujours la même chanson. Et tu vois, quand je te parlais de ma grand-mère, de mes premières émotions, quand j'avais 7-8 ans, dans mon enfance, où on allait tous les week-ends dans le Blayais, là, et, où il y avait ces arbres, ça me poursuit. Tu vois, et je pense que c'est des sensations comme ça qui... Il faut absolument qu'on vous mette... c'est bien, merci beaucoup, Babel. Il y a Babel qui vient de mettre ton Insta. T'en mets moins en ce moment, mais t'es assez occupé au niveau du boulot, non? Ou alors t'as plusieurs comptes ou quoi? Parce que moi sur celui Non, j'avais plusieurs comptes, mais j'ai perdu les comptes, les accès, donc j'en ai plus qu'un du coup. Et c'est vrai que j'en fais un peu moins, mais je fais beaucoup de photos, mais j'ai moins le temps d'en mettre, etc. Quoi. Oui, parce que de toute façon, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue un peu sur ton parcours, parce que ce qui serait intéressant, vous allez voir les grands écarts qu'on arrive à faire en suivant le parcours de Fred, parce que quand tu finiras par nous dire où tu travailles actuellement, enfin, je trouve ça que c'est marrant. Comme effectivement, là, on le suit encore, le flipper.
Donc, voilà. Donc t'es sur la photo, excuse-moi, enfin, je m'excuse pas, mais c'était intéressant, je trouve, de s'arrêter là-dessus, si tu les montrais, si tu les montrais pas, enfin, le rapport que tu avais avec cette photo. Donc, on va faire un raccourci un peu rapide, mais t'étais dans quelque chose d'un peu, un peu solitaire au départ, Oui. avec ton cercle proche, quand même, Ouais, entre voilà. tes photos. Et une question que j'avais envie de te poser, je crois pas que je te l'ai posée, c'était, est-ce que tu avais déjà un peu un regard critique de la part des autres? Est-ce que les gens te disaient qu'il y avait quelque chose dans ce Oui. que tu exprimais Oui, vas-y, souvent. C'est important, ça, souvent. Oui, mais souvent on m'encourageait, ouais, elles sont bien Ouais. tes photos, voilà, de suite, voilà. Donc tu te sentais quand même... Oui, voilà. voilà. Puis Parce dès que que- j'imagine que ça aide à se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans quand même, puisque Ouais. visiblement les autres ont l'air d'apprécier mon travail, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est vrai que très vite on m'a dit ça, quoi. Mhm. Mais bon. Et après, voilà, tous les cousins, il fallait que je fasse. J'ai fait le mariage de tous mes cousins, enfin, les Oui. photos, Donc tu tu vois. développes quand même une compétence, un savoir-faire qui fait que tout le monde se dit... Oui, ouais, bah, bien, On fais-moi va les appeler photos. Fred, Ouais, voilà, qu'à c'est l'époque, t'es invité de tous les plans, t'es toujours C'est ça. invité parce que tu fais des... Même si c'est pas forcément les photos que j'adore faire, mais enfin bon, enfin là c'est des copains, c'est des cousins, donc du coup. Ça le Et fait. du coup, je raccroche les wagons. Du coup, ce moment où du coup, tu n'es pas pris dans cette école de journalisme, alors, tu t'es déstabilisé par le truc? Tu croyais vraiment? Bah, j'essaye pendant 2-3 ans quand même, je passe 3 fois le concours. Ah ouais, hein, oui, d'accord. Donc, je rate la première c'est un année. truc qui te tient à cœur à oui, ce oui, moment-là. oui, voilà. Ah ouais. Et puis bon, après, je me dis, bon, à un moment, on va faire autre chose, quoi, tu Mhm. vois. Et puis, ce qui fait, c'est ce qui se passe en même temps, c'est que toujours ma copine, toujours la même, qui veut être hôtesse de l'air, elle est. Alors là, on est au début des années 90, Mhm. même en 92, je peux te dire. Et je te dis, c'est le moment où Disney se construit à Paris. Oui, d'accord. Et le lien, c'est que ma copine de l'époque passe un entretien comme un BTS Tourisme pour aller travailler à Disney. Parce qu'elle n'arrive pas à bosser en tant qu'hôtesse de l'air. Ouais, alors elle essaye, mais elle n'y arrive pas encore, etc. Et donc Puis il y a ce plan, la Disney. ouais, et puis elle se dit au moins sur Paris, c'est là où il y a toutes les compagnies. Mhm. Donc je me retrouve à aller à Paris. Alors là, ça se fait. Je l'accompagne pour le week-end, pour une semaine à Paris pour qu'elle s'installe. Et puis elle a son frère qui habite là-bas, Mhm. donc elle va chez son frère. Et puis moi, je dois préparer le déménagement, revenir, et puis de se dire, bon, mais on va se trouver un appart, déménager. Seulement, Et donc tu l'imagines ça? Et une transportation vers Paris, Oui. l'installation là-bas? Oui, oui, Ouais, bah oui, finalement, toi. c'est l'aventure. Ça peut même être Et puis cool. j'aimais bien Paris, tu vois, parce que comme ça, elle avait son frère, on y allait régulièrement. Ouais. C'est quand même une super ville, Ouais. tu vois. Et puis sur le plan culturel, et Oui, tout voilà, ça, enfin, tout ce que c'est tu ça. aimais, Et quoi. puis- La et musique, puis- la photo, le Et puis spectacle. voilà, pour la photo, tu vois, même pour faire de la photojournaliste, des agences de presse, tout, elles sont sur Paris, tu vois. Enfin, il y a Ouais, aussi, ouais. il y a aussi ça qui. Parce que c'est peut-être une idée même que tu peux avoir, faire Oui. des piges ou des Oui, choses comme voilà. ça. Mais je me dis, ok. ouais, finalement. Et donc, Donc tu es dans l'idée d'en faire un métier. C'est vraiment quelque chose oui, qui te il y, a- questionne. il y a toujours cette volonté-là, quand même. Ça, Ouais. c'est sûr que de trouver un filon Mhm. pour pouvoir. Vers vivre de ta passion. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, du coup, on se retrouve, elle part à Paris, je l'accompagne, puis elle me dit, tu sais, ils recrutent vachement à Disney, elle me dit, comme si on a 2 salaires, ça sera peut-être mieux pour trouver un appart au début, elle me dit, va passer l'entretien. Donc, tu vois, moi, je suis parti le mercredi, toc, j'appelle, hop, elle me dit, ben, venez vendredi. Je passe l'entretien le vendredi, mais il me dit, ok, vous commencez le lundi. Mais non, mais t'as bossé à Disney. Et oui, j'ai fait l'ouverture de Disney, voilà. Oui, messieurs, dames, mais je l'ignore. Et donc, T'as bossé à Disney? oui, j'ai bossé à Disney. Incroyable. J'ai fait l'ouverture le 12 avril 1992, Ouais. date, c'est l'ouverture du parc Euro Disney, et j'y travaille. Dingue. Et en plus, Alors tu y fais quoi? alors je suis sur une attraction, Ouais. bah, Big Thunder Mountain, tu sais, le petit train Ah, qui va dans la mine, hein, pour Mhm. tous ceux qui ont déjà été peut-être à Disney. Et Et donc t'es opérateur? Comment tu fais? alors au début, je commence comme opérateur, ouais, tu sais, on a plusieurs postes, Mhm. etc. Et puis après, comme ils recrutent beaucoup et qu'ils voient que je me démerde bien, je forme après les nouveaux qui arrivent. Tu deviens manager? Et après, je deviens responsable de l'attraction. Oh, Mais ça, c'est en l'espace de 4-5 mois. hein. mais c'est incroyable. Ça allait hyper vite. Mais, ouais. mais ça... Et puis après, si tu veux, il y a beaucoup de. À l'époque, moi, j'ai déjà presque une trentaine d'années, là, ou 28-29 ans. Et c'est que des jeunes qui viennent là, quoi, qui ont 16 ans, pas 16 ans, je Ouais. déconne, mais 18-20 ans. Donc justement, cette maturité que tu as, Voilà. cette expérience te permet d'encadrer un peu ces jeunes-là. Voilà, et c'est ça. Ouais. Et de cadrer peut-être un peu aussi. Et donc, du coup, j'adore, parce que Ouais. là, du coup, ce qui est marrant, c'est que mes collègues, ils sont espagnols, anglais, suédois, enfin, ça arrive de toute l'Europe, quoi. Et puis c'est un métier incroyable. Oui, C'est un truc, toi, par rapport à ton parcours, c'est what the fuck. C'est-à-dire, t'as pas du tout appris à faire ça et tu te retrouves à expliquer à des gens comment est-ce qu'on fait pour faire tourner une attraction. Quoi, en C'est fait. ça. C'est assez incroyable. Ouais, voilà. Et t'as jamais eu l'opportunité de te déguiser en Mickey ou en Dingo? Non. oui. Je suis déjà déguisé en cow-boy, tu vois. Mais bon, voilà.
C'est une sacrée aventure parce que complètement. T'étais là au démarrage de ce truc. Ouais, alors, aujourd'hui, attends, je veux dire, Disney, c'est. Le tout, c'est que avant le 12 avril 1992, dans le mois qui précède, le parc est ouvert que pour des stars. Et oui. Et là, j'ai vu Michael Jackson vrai. De toi à moi. Là. Ouais. Tu lui ai parlé. Je me souviens de ça, que c'était en grande pompe et tout ça. Oui, tu vois, donc du coup, des Kevin Costner, des Jack Nicholson, j'ai vu, on passe nos premières journées. Toi, tu les fais s'installer dans le petit train. C'est ça. Et en plus, moi, en tant que responsable, c'est moi qui les accueille. Je dis, allez-y, installez-vous, etc. Et tu vois, du coup... Elle est illustre, cette histoire. Ah ouais, puis c'est énorme, quoi, tu vois. Donc, comme je connais des gens importants, moi. Non, mais je me rappelle aussi, une fois, il y avait eu première élection des Miss France 1992, se font à Euro Disney, quoi. Ah ouais. Donc on a des trucs où il y a toutes les Miss ouais, c'est ça. de France en qui fait, arrivent. C'est the place to be, quoi. Ouais, c'est ça. Toutes les choses importantes, et toi, t'es là. Et moi, j'y suis. Tous les joueurs de foot et tout ça, enfin voilà, quoi. Prost, tu vois, des mecs comme ça, quoi. Tu vois, des grands... Donc là, toi, tu vis tout ça, c'est un grand terrain de jeu énorme, quoi. Oui, pour moi, je m'amuse, quoi. Et tu peux shooter un peu ou pas? Non, c'est pas autorisé. Ouais, non, voilà, ouais. Non. Voilà, quoi. Bon, après, j'y reste 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ouais. Pourquoi? Parce que t'en fais le tour ouais, puis... Ils te virent ou non? Non, c'est moi qui pars. Toi, on te vire pas, t'as quelqu'un qui part, en fait. Oui, souvent, c'est moi qui pars. Ouais. Mais en plus, il faut dire une chose, c'est que c'est très mal payé, quoi. Ah ouais. Voilà, en plus, quoi. Ouais. Voilà. On retombe bien sur nos pieds. C'est Disney, quand même. Ben, oui, c'est ça. Ils brassent beaucoup de fric, mais c'est pas redistribué. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et puis en même temps, c'est la rupture aussi avec ma copine, etc. de cette époque, parce que forcément à Disney, il y a plein de super nanas qui bossent avec moi. Et toi, bon. Et voilà, quoi. tu t'amuses. C'est ça. Voilà, et après... Donc finalement, il y a un petit côté un peu patatras, même sans trop soudaineté, mais ce truc que tu avais investi, là, de partir sur Paris, machin, t'installer là-bas. Ouais. Bon, voilà, le truc est bouclé en 1 an et demi. Oui, mais je reste encore. Mais je reste sur Paris parce que je rencontre une nana qui bosse aussi à Euro Disney, donc du coup, elle y bosse encore, et ça deviendra la mère de mes enfants. Très bien. Voilà. Ok. Donc du coup, c'est marrant parce que vraiment, je pensais qu'on avait discuté de ton parcours un peu avant, mais je me doutais bien que je connaissais pas ton parcours, mais cette histoire, elle est quand même assez incroyable. Oui, c'est marrant. Quoi. Et parce que moi, ce qu'on n'a pas dit, c'est quand je voyageais, c'était toujours l'Afrique qui m'intéressait. L'Afrique. Et celle qui devient la mère de mes enfants est ivoirienne. D'accord. Tu vois, il y a quand même une continuité dans... oui, parce qu'effectivement, tu ne nous l'as pas dit. Mais donc, dans ces idées de voyage, il y avait plutôt, comme ça, vers l'Afrique, l'hémisphère sud. Oui. Voilà. Depuis toujours, dans ma chambre, il y avait 3 cartes Michelin qui faisaient du plafond jusqu'en bas, que j'avais assemblées, et c'était toute l'Afrique. Il y avait l'Afrique de l'Ouest, enfin, c'est 3 cartes. Il y a l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et l'Afrique donc, du Sud. on est quand même dans l'idée des voyages, mais le grand voyageur, quoi. Oui. Tu te positionnes, tu te vois, tu te vis comme un grand voyageur. J'ai envie. Vraiment, les grands espaces, les horizons, enfin, c'est marrant, hein, je trouve qu'on remet vraiment en perspective... Et avec Isabelle, donc ma première copine, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on part quand même en Turquie, en Grèce, on traverse toute la Méditerranée, enfin voilà. Vous faites ça comment, en vacances ou Oui, pendant les vacances. Pendant les vacances, ouais. Mais t'éloignes pas trop de ton micro, qu'on t'entende bien, camarade. Oui. Je m'emporte, tu vois. Mais oui, non, mais c'est très bien. Oui, en Turquie, on y reste 4 semaines, on part sac à dos, enfin voilà, quoi. Et là, je fais plein de photos aussi, tu vois. Donc là, de voyage, c'est toujours... Et quand tu le fais concrètement, du coup, ces voyages-là, comme tu dis, un peu de nomadisme, sac à dos, tout ça, machin, tu te sens chez toi, enfin, tu te sens bien, tu es aligné. Oui, voilà. Là, je suis dans ce que j'aime faire, quoi. Voilà. En plus, il y a les deux, tu as l'appareil photo à l'épaule, machin, Ouais. Et puis, je rencontre... Donc, c'est la kiffance, comme on dit. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, projet d'enfant. Et alors là, ça arrive un peu... c'est ça. Pas forcément... Toujours au moment qu'on imagine. Voilà. Des fois, c'est souhaité, des fois, c'est plus vite que souhaité. Et puis, mais en fait, je suis pas content d'être papa, quoi. Et puis mais par contre... Alors, tu vis où? Toujours à Paris? Là, je vis toujours à Paris. Voilà, mais je quitte Disney et je vais travailler pour les relais H, on va citer des marques, je sais pas si ça existe encore, tu sais, les trucs qu'il y a dans les gares, dans les stations de métro qui vendent de la presse, les relais H, ok. Oui, voilà. Donc, je deviens gérant d'un relais. Je ne résiste pas au plaisir de te dire, mais comment tu trouves ça? Un peu par hasard? Je réponds à une annonce. Moi, j'ai toujours répondu à des annonces. Ouais. Et comme j'ai mis écrit... sans être grandiloquent à ce moment-là, mais je trouve qu'il y a une part de culot quand même. Il y a toujours le côté un peu, tiens, il y a ça, pourquoi pas, tac, j'y vais, et puis on voit. Oui, moi j'ai toujours osé. Enfin, pas... Mais ouais. Enfin, je suis hyper timide aussi en même temps, mais par courrier... T'es pas hyper timide. Mais aujourd'hui...
Ouais. Mais c'est parce qu'après, j'ai développé d'autres choses Ouais, dans mon parcours professionnel, etc. Mais surtout, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu t'es jamais rien interdit. Ah non. Mais c'est pour ça que... Tu t'interdis rien. Tu te Oui. dis, bah, il y a une annonce, un truc, il y Oui. a une possibilité. Moi, j'y vais, on verra bien. Ils me Oui. veulent, ils me veulent pas. Tant pis, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est exactement ça, quoi. Et en plus, ce qui est facile, c'est qu'à Relais H, en partant de Disney, parce que ça... Juste, il perd la côte, Disney, parce qu'ils sont exigeants. Enfin, tu vois, on en parle beaucoup à l'époque, etc. Je me rappelle, il y a des reportages. Tu vois, fallait être rasé tous les jours, pas avoir la barbe, pas des choses comme ça. Et donc, donc ça te donne une espèce de référence, c'est ça que tu dis? C'est ça me donne une référence. Ça crée... Ça pose un truc, quoi. Ouais. T'arrives à Relais H, attendez, il a quand même été manager chez Disney. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'arrive sans problème. Enfin, sans problème. J'envoie un courrier, un CV, et je suis pris pour aller bosser à Relais H pour gérer un magasin. Sachant que je suis quand même agent administratif, j'ai des notions de comptabilité, tu vois, il y a toujours quand même... Oui, parce qu'il ne s'agit pas que de vendre les journaux. Oui, il s'agit d'avoir la gérance du magasin. Oui, quoi. et puis tu gères même le personnel, c'est-à-dire que tu fais bulletin de salaire et tout, parce que c'est un drôle de système. C'est super intéressant parce que tout ce que tu as construit, toutes tes petites expériences te donnent toutes les petites compétences qui font que tu trouves des boulots qui font la synthèse de tout ça, en fait. C'est ça, à chaque fois c'est un peu ça. Ah, parce que tu recrutes un peu des gens, tu formes des gens, tac, tu apprends à faire ça, mais en même temps tu as des notions de compta, donc tu peux gérer un magasin, tu as une appétence pour le commerce que tu as développé quand tu étais dans la poissonnerie. C'est ça, tout est fait de choses. Moi je me construis tout seul, quoi, comme ça, je fais mon petit bout de chemin, j'ajoute couche par couche, comme un millefeuille en fait, tu vois, de mes compétences, et ce que je sais faire, peut-être dans mes courriers et dans mes CV, c'est les mettre en avant. Ouais. Et ça, c'est... Oui, parce que les amis, Fred, c'est une plume. Alors, on va y venir aussi, ça aussi. Mais effectivement, tu as un don pour l'écriture. Moi, je te l'ai toujours dit, parce qu'on va dire pourquoi je t'ai lu. Enfin, on le dit, je sais pas. Est-ce qu'on le dit déjà en spoil? Oui. Enfin, voilà, Fred. Ouais. Enfin, vas-y, tu vas nous dire comment tu es arrivé à, finalement, aussi, à un moment donné, devoir écrire. Enfin, vas-y, continue. Donc là, je continue, je rentre sur Relais H, j'y reste 2-3 ans. Et là, j'ai un peu le seum du pays, quoi. Et je me dis, justement, c'est quand j'ai mon fils... Et t'habites où à ce moment-là? J'habite en région parisienne. En région parisienne. Donc t'es un peu en mode métro boulot dodo, comme on dit, ou pas trop compliqué? Oui, un petit peu quand même. Enfin voilà, la vie parisienne, etc. Mais bon... Mais c'est un petit peu quand même effectivement le yin et le yang par rapport à la quiétude de notre lieu de vie. Et moi, c'est surtout un moment où, quand j'ai mon fils, mon premier enfant, je me dis, attends, moi, gamin, c'est ce que je disais au début, c'était faire des cabanes, la nature et tout ça. Là, on est dans le béton, quoi. Moi, je veux qu'il découvre ça, quoi. Et ça, c'est dingue ça, hein, parce que nous on a eu la même chose avec Sophie pour nos filles. Ouais. Moi j'ai grandi à la campagne, il fallait que mes filles aient un bout de terrain, une balançoire, les cabanes, le vélo, enfin c'est dingue ça. Quand tu as connu ça, tu as envie de donner ça à tes enfants. Quoi, ça, c'est clair. Ouais, c'est ça. Quoi. Et donc là, je me mets à chercher. Alors, je suis gérant de kiosque, j'ai tous les journaux, j'ai tout à disposition pour essayer de trouver un boulot. J'arrive à trouver une formation qui se passe à Bordeaux, comme par hasard, pour travailler dans le bois, pour faire du commerce de bois et de tout ça. Je connais rien en bois, mais je me dis tiens, le bois c'est intéressant, c'est proche de la nature. Et surtout c'est à Bordeaux. Et ce qui est dingue, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis d'emblée, je vais plutôt partir sur l'idée de trouver une formation ou... Oui, une formation. Une formation, parce que c'est ça, tu veux pas partir de Relais H pour partir et prendre n'importe quel boulot. Tu as quand même l'idée de te remettre encore en situation d'apprentissage. D'apprendre, voilà. Donc là, c'est Parce que ça, c'est important dans un parcours. Je veux dire, c'est quelque chose que tu as toujours eu de l'appétit pour ça. Quoi. Oui, parce que cet examen, enfin, cette formation te donne un niveau Bac plus 2. Et du coup, ça, voilà, pour moi, c'est pas pour le Bac plus 2, mais ça... Oui, ça t'ouvre des perspectives. Voilà. Parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as tout de suite eu, toi, ce sentiment que tu étais un peu freiné par ce diplôme qui, à ton sens, ne t'ouvrait pas encore assez de portes, ton BEP au départ. Et donc, tu as toujours cherché des équivalences bac, des trucs, des machins. Tu as toujours cherché à... Voilà. Toujours cherché à... Donc, voilà, en fait, toi, ce que tu cherches, c'est à pousser des portes, en fait. Oui, c'est ça. C'est avoir des diplômes ou des choses qui vont te permettre de pousser des portes. C'est ça, des clés, c'est ça. Tu vois, c'est... Alors, attends, on fait une petite pause un peu, on lit les gens. Alors, vous êtes photographe un peu, je lis. Je suis un petit peu en retard, mais on discute beaucoup. Hein, mais je vois que vous discutez. Vous savez ce qu'on fera, de toute façon, c'est qu'on lira le chat en replay et on verra un petit peu. Michael Jackson, waouh. Ok.
Bon, si vous avez des questions, vous nous le dites, hein, parce que comme vous voyez, je vous lis pas beaucoup, je vous réponds pas beaucoup, mais le parcours de Fred est tellement intéressant que... Allez, on continue comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Donc, te voilà à l'idée de chercher cette formation, et donc tu trouves une formation dans le bois. Alors, Ouais. dans la vente du bois, dans la quoi? Ouais, c'est gestion et commercialisation du bois, la filière bois. Donc, voilà, c'est aussi bien... Donc, c'est essentiellement du commerce, finalement. C'est du commerce. Mais ça demande de connaître un peu la technique, le bois. Voilà, ça te permet déjà de voir un bout de bois, de savoir si c'est un chêne, un sapin. Oui, voilà. Et surtout, à quoi ce qu'on fait avec du sapin, ce qu'on fait avec du chêne, ce qu'on fait avec du si noyer. Si on veut le vendre, il faut savoir... Voilà, le noyer, tu vas plutôt voir l'ébéniste pour faire l'armoire à noyer. Le sapin, c'est plutôt le charpentier pour faire la charpente. Voilà. C'est ça. Donc, moi, j'apprends ça. C'est une formation lourde à l'époque? C'est 8 mois, quoi. Ah ouais, quand même, alors, avec du marketing, avec plein de choses comme ça, quoi. Et comment c'est... C'est des questions, ça, c'est les questions de l'ancien travailleur social, mais c'est financé comment à l'époque? C'est financé, je fais un congé individuel de formation. D'accord, très bien, ok. Donc je fais mon... Ouais, tu mènes bien ton truc. Oui, mais... j'ai toujours quand même, enfin, à chaque fois, je me suis jamais lancé. Je claque pas tout pour partir. Je me dis, bon, il faut partir. C'est-à-dire, tu claques tout pour partir, mais tu prépares ton départ, voilà, et tu anticipes là où tu vas arriver. Et exactement. Voilà. Ouais. Donc je fais ce diplôme-là, et je m'éclate, je trouve super bien, on rencontre des potes. Avec une nouvelle passion, le bois. Ouais, enfin voilà, mais non, mais tu vois, on allait... C'est l'homme de toutes les passions. On allait sur les quais à Bassins, là, trier des planches, dire, ah ben là, il y a le défaut. Enfin, tu vois, c'est un truc qui me plaît, quoi. Et même les potes, ils me disent, oh, mais toi, il faut que tu travailles dans une scierie, il faut que toi, t'étais vraiment... Je connais rien en bois, alors qu'il y avait d'autres gens, des mecs qui avaient... Et j'arrive à... Tu fais autorité, quoi. Non, mais je fais pas autorité, mais ça, je pense que c'est la photographie. On a des petites planchettes où il faut reconnaître les bouts de bois, tu vois, par rapport à ce que c'est. Mais c'est des planchettes où il y a une soixantaine d'espèces européennes, une soixantaine d'espèces exotiques, tu vois, donc ça fait... Et je suis hyper fort à ça, quoi. Mais parce que j'ai l'œil, je pense, du photographe où je vois plein de petits détails sur les petits bouts de bois et qui je me dis, quand il y a ce détail-là, c'est ça. C'est tes propres repères. Voilà. Et le prof, il dit, de toute façon, en général, ce jeu, c'est souvent ceux qui viennent pas du bois qui s'en tirent le mieux. Et tu vois, c'est ça, parce que j'ai ces petits détails qui me fait... Et alors, cette formation, elle est donc qualifiante, et il y a un emploi au bout ou... Eh bien, pas vraiment, mais enfin, c'est un IPC, c'est une formation qui existe qui existe à l'époque, comment je le fais depuis une trentaine d'années. Et si tu veux, tu as quand même des gens qui ont fait cette formation, qui ont monté les échelons et qui reviennent chercher des fois des... T'éloignes pas trop de ton micro, on te perd un peu, mais on t'a... Vas-y. Ouais, qui viennent chercher des gens auprès de l'IPC, quoi. Donc, très, très facilement, je trouve un boulot. Et je trouve un boulot de commercial dans le bois. Je me retrouve avec une voiture, Grand Car Sud-Ouest, tu vois, Bordeaux, Clermont, Montpellier, tu vois. Oui, d'accord. Grand Car Sud-Ouest. Oui. C'est ça. Donc avec une voiture à disposition, machin. Voiture à disposition, et je vais... T'étais en cravaté ou... Costume cravate, rasé de près tout le matin, tu vois. Pourquoi pas. Et puis, voilà sur les routes. Et je voilà sur les routes. Et mon boulot, c'est pas vraiment un boulot de commercial pur. Je vais plutôt visiter, tu vois, des points MP, des GDMAT, tu vois, des choses comme ça, où j'amène un peu de compétences techniques, leur dire, voilà, les nouveaux produits, enfin, voilà, tu vois, plus un truc comme ça, quoi. Donc, ça me va. Et puis, en fait, me voilà sur les routes, et je te casse pas que, enfin, je peux le dire maintenant, il y a prescription, mais c'est moi qui m'arrangeais la semaine, mais dans la semaine, je me gardais toujours une journée pour moi, pour aller faire du tourisme. Hein. Oui, c'est ça. On ferait du patron, quoi. Oui, tu t'organisais ta semaine pour avoir une journée pour toi, avec ton appareil photo. Exactement. Et là, je découvre tout le Grand Car Sud-Ouest de la France, quoi. Tu vois, je découvre les gorges du Tarn. Donc tu repères des spots où tu peux aller shooter. Dans les Pyrénées, dans le Massif Central, la Corrèze, l'Aveyron, enfin, tu vois, je trouve plein de départements comme ça. Truc de ouf. et je m'éclate, quoi. Je m'éclate, mais pas par rapport à ça, plus que par rapport au boulot, quoi. Et puis des fois, quand je prends pas forcément l'autoroute, je me dis, je vais aller là, j'ai un peu de temps. Je prends des petits chemins, je prends les départementales plutôt que de prendre les grandes routes. Oui, et puis voilà. Et en même temps, même si tu es absent toute la semaine, on se doute bien que tu peux pas être non plus 12 heures par jour à être que sur ton truc. Il y a forcément des moments détente un peu. Il y en a des commerciaux, j'en ai rencontré qui sont, oui, surtout si d'ailleurs tu es payé un peu à ça aussi. Il y a des commissions, un petit peu, mais enfin, c'est pas ce qui me motive. Parce qu'on a bien compris, par contre, on n'en a pas parlé de rapport à l'argent. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on a bien compris. Je sais pas si on l'a bien compris, mais on a le sentiment en tout cas que c'est pas quelque chose qui te guide. Non, jamais. Voilà. Moi, j'ai jamais travaillé pour l'argent. En tout cas, parce que tu le disais même, j'imagine que c'est un parallèle qu'on peut faire. L'idée de pas acheter une maison, c'était aussi ça. C'est vraiment voilà, plus t'en as, plus du coup t'es enraciné.
pour moi, c'était la maison, c'était sinon c'est un peu. Ouais. Alors, et si l'argent devenait ton moteur, ben en fait, ça te freinait pour tout le reste, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, plus ou moins inconsciemment, tu vois, mais c'est. Voilà. Mais pourtant, tu as dû avoir des moments où tu as quand même pas mal gagné ta vie. Quand tu étais gérant du relais H, ça devait un peu payer, oui, non, mais ça allait. Je veux dire, voilà, mais c'était pas. Mais si tu veux, je suis pas carriériste, tu vois, à vouloir absolument. Bon, c'est comme tu dis, 12 heures, pour pouvoir peut-être un jour arriver, être vizir à place du vizir, tu vois. Enfin, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, je suis pas là-dedans. Et quand tu es commercial, finalement, au bout d'un moment, ça coince. Ah oui, parce que c'est un petit peu quand même le maître mot. Voilà, c'est ça, quoi. Et les commerciaux entre eux, je ne sais pas s'il y a des commerciaux dans le truc, mais moi j'en ai côtoyé un petit peu. C'est un vrai enjeu, quoi. Oui. C'est celui qui vend le plus. Oui. Game, ah oui, non, mais c'est ça, quoi. Je vois mes anciens copains de l'IPC, ils ont fait des super carrières, ils ont monté des entreprises et tout, parce que. Attends, je te branche le truc et je le rebranche. Vas-y, je t'écoute. Hein. Parce que ça les branche de gagner. C'est pas l'argent pour l'argent, mais c'est aussi une façon de. On peut avoir un peu d'ambition, d'avoir une réussite. Pour eux, c'est ça. Mais pour moi, la réussite, elle n'est pas là. Toujours, moi, la réussite, elle est plutôt d'arriver à être photographe, d'essayer de jour vendre des photos, tu vois. Elle est vraiment là-dedans, quoi. Voilà, quoi. Et donc ça, je fais ça pendant... Et là, on est quand, à peu près? Je vois qu'il est 19h15, il faut qu'on avance. Oui. Mais on y arrive. Non, mais c'est passionnant. On fera un épisode 2. Parce que, tu vois, j'arrête ça quand j'ai mon deuxième enfant, et ma fille est née en 99, tu vois, on est au début des années 2000. Voilà. D'accord. Il ne reste plus que 24 ans, quoi. Mais, voilà, et donc, au bout de 2-3 ans, en fait, je me dis, bon, en fait, voilà, puis être sur la route, je parle... c'est épuisant. Ouais, je pars le mardi, je rentre que le vendredi. Et t'es toujours à l'hôtel? Comment ça se passe? Voilà, l'hôtel, resto, midi, soir. C'est d'ailleurs où j'ai pris un peu de billes et tout ça, tu vois. C'est voiture, resto, hôtel. Et puis bon, si au début, je trouvais sympa d'aller visiter Gorge du Temps, tout ça, au bout d'un moment, bon, quand tu l'as fait, tu te dis... T'as fait le tour. J'ai fait le tour, et je dis, il faut que je fasse autre chose. Et puis, de ce qu'on comprend dans ton parcours, t'es quand même un peu... comment on va dire, régi par des cycles comme ça. Oui. Au bout d'un moment, tu as fait le tour d'un truc et... C'est fini. Et il y a une espèce de force qui te pousse à partir, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, je me barre. Donc, une fois de plus, t'es pas viré, c'est toi qui pars. Ouais, c'est... Enfin, je le fais ça de manière plus intelligente. En fait, je trouve un autre boulot, dans le bois, toujours, mais qui se passe que sur la Gironde. Ah ouais. D'accord. Et puis je le fais, et puis ça va pas. C'est pas la solution en fait. Ouais, en fait, voilà. En fait, t'en as marre de faire ce métier. Voilà, et au bout de 3 mois, ou 3 ou 4 mois, je leur dis non, ça va pas, et donc ils mettent fin à ma période d'essai, et ça me permet de toucher le chômage. Voilà. Tu vois, c'est la première fois que tu touches le chômage? Non, parce qu'il y a eu des périodes. Il y a toujours eu des périodes. Voilà, et puis c'est pareil, quoi. Je me dis, bon, je suis au chômage, mais... Moi, j'ai jamais eu peur du chômage, tu vois. Oui, bah, c'est un moyen de rebondir. Au départ, c'est pensé pour ça. Oui, c'est ça. Au départ, ça devrait rester ça. C'est ça. D'ailleurs, un moment qui te permet voilà, quand toutes les réflexions qu'il y a eu sur les revenus de base et toutes ces questions-là, c'est ça. On devrait tous avoir l'occasion, à un moment donné, de faire une pause, d'avoir une petite sécurité financière. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. Et alors, du coup? Et du coup, là, après, je fais un peu d'intérim. Je vais travailler dans une usine à Bordeaux. Où là je travaille c'est une usine, c'est cool parce qu'à l'époque on travaillait 32 heures, tu vois. Au début des années 2000, 32 heures par semaine, donc 30 heures même. Je faisais 5 matinées de 6 heures. C'était pensé comme ça dans la logique de l'entreprise? Oui, c'était une semaine 6 heures midi. Parce qu'on n'est pas encore aux 35 heures, mais... On faisait 6 heures midi, et une semaine d'après on faisait midi 18 heures. Une fois du matin, une fois l'après-midi, et il y avait une équipe de nuit parce que c'était... D'accord. Bon, c'était comme ça. Et tu faisais quoi dans cette usine? C'était sur l'électron, des composants électroniques, tu vois, un truc à la con, quoi. Mais t'avais aucune notion là-dedans? Non, mais c'était alimentaire purement, puis c'était de l'intérim, c'était pas trop mal payé. C'était pas fatigant. En général, ça voilà. pas mal, ouais. Donc je fais ça pendant un bon moment, quoi. Et puis là, je me dis, bon, il faut que je me trouve vraiment un boulot un peu plus sérieux et tout. Puis surtout que j'ai une petite fille qui est arrivée, donc entre-temps, quoi. Donc t'as combien d'enfants? 2. 2, c'est ça. J'en ai toujours que 2, c'est ça, officiellement. Et à ce moment-là, tu as une petite fille qui vient d'arriver, donc tu as un fils et une fille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mon fils est né en 95, ma fille en 99. D'accord. Et je bosse là-dedans, et puis en fait aussi, c'est peu de temps après, enfin ma fille a 8, 9, 10 mois, et c'est la séparation aussi avec la mère de mes enfants. Donc là...
Et là, j'habite sur Bordeaux, hein, encore, dans la région. Et là, je retourne chez mes parents parce que j'ai plus rien, quoi. Enfin, tu vois, j'ai plus de boulot parce que j'arrête et je me retrouve chez mes parents et je reviens à la campagne, tu vois. Et là, je me dis, bon, il faut que je me mette à chercher de boulot et je retrouve un boulot assez facilement pour faire des inventaires dans des magasins. Donc, toujours ma comptabilité. Tu connais un peu le milieu du commerce, en plus. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, dans la grande distribution, dans des magasins discount, qui n'existent plus aujourd'hui, mais enfin, bon. Et là, je vais y rester quand même, on va faire un grand pas, si je reste une dizaine d'années, quoi. Même 10-12 ans, quoi. Donc là, tu fais un peu une carrière. Là, oui, un petit peu, oui. Voilà. Et là, c'est parce que j'ai une paix royale. Tu sais, j'ai mon planning au début janvier, fin décembre, on fait mon planning pour les 6 mois à venir. Et après, j'ai une voiture de fonction. Pareil, je bouge un petit peu moins qu'avant, mais je vais à Toulouse, Bordeaux. Alors, à la fin, j'allais même à Nantes, Angers, tu vois. Je vais faire mes inventaires. Je vois quasiment personne. J'ai la paix royale. Je travaille que le matin, tous mes après-midi. Et je travaille du lundi au jeudi début d'après-midi. Ah ouais. Donc, la paix royale. Et c'est pas trop mal payé. Voilà. Donc, du coup, je le fais pas. C'est pour ça que je le fais pas longtemps. Et puis, j'ai quand même aussi 2 enfants. Et je me sépare. Donc, pension, machin. Donc, du coup, il faut aussi... Se stabiliser. Et c'est à cette époque-là aussi, donc je change de copine, je trouve une nouvelle copine, où je réponds à une petite annonce pour le journal Sud-Ouest, où ils cherchent un correspondant local, hein, on y arrive, du côté de Saint-André de Cubzac. Et on y vient, parce que c'est aussi ça que je voulais amener Fred à vous raconter, c'est que Fred, du coup, tu l'es plus. Si, je le suis toujours. Tu l'es encore, mais moins, non? Oui, moins, j'ai un peu levé le pied. Tu as un peu levé le pied. Mais Fred, il est correspondant Sud-Ouest, en fait. Dans notre coin, mais pas que. Tu fais quoi, toute la Nord-Gironde? Alors, mon secteur, c'est le coin, ici, 5-6 communes ici, mais de temps en temps, je fais ce qu'on appelle des permanences le week-end. Ouais, c'est ça. Où là, je vais faire n'importe quoi. N'importe où en Gironde, quoi. Ouais. À Bordeaux, non, sur la Haute-Gironde, juste. Ouais, c'est ça. Et le Libournais, un peu Non, parce c'est parce qu'ici, sur la Haute-Gironde, on n'a pas de journaliste le week-end. Ah ouais. Et donc, je fais la fonction de journaliste. D'accord. Voilà, quoi. Ok. Et donc là, finalement, la boucle est bouclée. Et donc là, tu peux faire des photos déjà. Je fais des photos, je fais mes articles, et là, ça me passionne, quoi. Ouais. Donc du coup, j'alterne mes 2 boulots, hein, comme j'ai des après-midi de libre et de tout ça. Donc là, on est quand, à peu près, quand tu commences? 2003. 2003. Voilà. Donc tu vois, c'est 2024, ça fait 21 ans que je fais des articles, quoi. Et l'autre jour, je me disais, ça fait des milliers d'articles, finalement. Enfin, au moins 1 millier d'articles. Vite fait, qui ont été faits durant toute cette période. Et alors, tu couvres toutes les... Enfin, tu fais des articles sur tout, tu n'as pas de domaine particulier. En fait, ce que tu traites, c'est la vie locale, en fait. Voilà, la vie locale, alors c'est la vie des associations, c'est des faits divers s'il y en a, mais c'est aussi des campagnes municipales, un peu de politique, tout ça, en fait, tu vois. Et c'est vraiment une vie, et là je découvre vraiment... ça me plaît, quoi. Ça, c'est vrai. Et alors, comment tu es devenu... Il y a un concours, il y a un truc? Comment tu as fait? Non, tu as répondu à une annonce? J'ai répondu à une annonce. Tu as commencé à J'ai passé un entretien, et puis voilà, demande rien de... C'est un statut particulier, quoi. Enfin, parce que comment tu as abordé la question parce que rédiger des articles, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est un savoir-faire. Je leur ai dit... Il y a une recette, comment tu fais? Alors, ils nous donnent un petit livret avec comment on peut écrire un article sportif ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs attentes. Quand je passais l'entretien, tout ça, j'ai toujours sorti que j'écrivais mes chansons, mes textes. Et puis, j'ai toujours plus ou moins écrit, tu vois, des petits poèmes comme ça, même aux filles, tu vois, des choses comme ça. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Et du coup, après, ils te testent, quoi. Tu vas, si au bout de 4-5 articles, t'as fait de la merde, te dis, ben non, voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il n'y a aucune obligation aussi à écrire. Enfin, on fait à notre rythme, quand même. Parce qu'on a quand même... nous, pour avoir... on lit tes articles, enfin, on lit plus beaucoup Sud-Ouest non plus, parce que c'est compliqué, la presse écrite, machin, puis il faut s'abonner après pour l'avoir sur... Mais on sent que il y a une délectation dans l'écriture. Enfin, oui. Moi, je trouve que dans tes articles, il y a une... Oui, mais et puis ça, j'y travaille beaucoup, et puis, enfin, je travaille beaucoup parce que ce qui est marrant, c'est que, par exemple, voilà, la cérémonie des vœux, tu sais, traditionnellement, en janvier, tu vas dans les mairies, et tu fais la première année, tu vas, tu prends plein de trucs, mais la deuxième année, tu dis, je vais pas raconter, il faut que je raconte différemment. Et oui, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Changer d'angle un peu. Voilà, c'est l'angle d'approche qui est toujours intéressant, de se dire, lui, des fois, de travailler, des fois, c'est un peu humoristique, tu vois, selon avec qui c'est, ou des fois, ça peut être un peu, Bon, alors après, des fois, il y a des... Tu as écrit un truc et puis tu te fais engueuler derrière par
par le maire ou comme ça, parce qu'il oui, n'était pas content parce que tu l'as un peu descendu, mais oui. tu l'as dit, mon gars. C'est la règle du jeu, quoi. Oui, il y en a une fois, il avait dit que son credo c'était travail, famille, patrie. Oui, toi tu l'as un peu repris ça. Oui. T'as eu envie de faire un peu d'humour là-dessus. Oui, il n'a pas aimé. Mais alors du coup, tu te retrouves à avoir une possibilité de faire des photos, mais des photos en service commandé. C'est-à-dire que t'es obligé de prendre un peu ce que tu vois. Oui, mais... Et c'est pas trop difficile pour non, toi parce que justement, tu peux aussi travailler l'angle, voilà. La façon d'aborder les choses, ouais, etc. prendre le truc un peu à contre-pied, ouais, pas voilà, forcément prendre des gens, et puis j'étais amené à, des fois, ça m'est arrivé 3-4 fois dessus des matchs de foot, donc j'ai fait des photos sportives, tout ça, donc du coup, puis comme j'ai ce qu'il faut, des téléobjectifs, des choses comme ça, donc voilà, quoi. Ouais. Et du coup, moi, donc tu laisses un peu libre cours quand même à ton imagination. Et puis souvent, quand je fais des articles, au lieu de publier qu'une, il me publie 2-3 photos parce que il me dit tu fais des photos et puis voilà, quoi. Voilà, quoi. Il y a Coco qui dit le Jean-Pierre Pernaut local. Ouais. Ok. Et donc, alors après, à ce moment-là. Et après, voilà, bon, après je. Donc te voilà correspondant, t'es réinstallé dans le coin. Ouais. Voilà. Et puis je fais mes inventaires, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Jusqu'au jour, au bout d'une douzaine d'années, en fait, je fais beaucoup de routes, et à un moment j'ai peur sur la route. Ah ouais. Tu vois, parce que je vois des accidents mortels, des choses comme ça. Et à un moment, quoi. Tu sens peut-être des moments, toi aussi, où tu es un peu. Ça m'est arrivé de m'endormir et de me réveiller où j'étais complètement sur la file de gauche. Le mec, il faisait appel de phare en face, et tout, tu vois. Et à un moment, je me dis. Je me dis, c'est bon, la route, ça va, quoi. Et là, là, c'est la seule fois de ma vie, enfin, de ma carrière, où je fais une rupture conventionnelle, parce qu'il y a aussi cette opportunité. Enfin, c'est plus risqué, j'ai pas de plan B derrière, mais j'ai quand même le chômage, tout ça, et puis je dis, c'est le début de la photo numérique, on en fait beaucoup plus, je dis, je vais me lancer comme photographe, qui a le statut d'auto-entrepreneur, etc., quoi. Donc c'est la première fois, à ce moment-là, que tu te dis, je pourrais me lancer vraiment comme photographe. Voilà, c'est ça. Et là, on est autour des années 2010 à peu près, quoi, tu vois. 2010, quoi. Et voilà, donc là, je m'installe, etc. Et... Donc tu fais que ça, à ce moment-là? Je fais que ça, et toujours Sud-Ouest. Et en plus, au départ, à Sud-Ouest, je faisais que 5-6 communes, et là, il y a un correspondant qui s'en va, et du coup, je me retrouve avec 18 communes. Donc du coup, je fais beaucoup plus d'articles, des choses comme ça. Donc financièrement, ça te donne un peu de sécurité aussi? Oui, voilà, ça, puis je touche toujours mes indemnités de chômage, donc tu vois, enfin voilà. Et puis là, un pote me propose, il prend un poste d'animateur, de responsable d'animation dans un foyer occupationnel des personnes handicapées, et il me dit... ça te brancherait pas de venir faire, en tant que prestataire extérieur, de faire... Une prestation photo, quoi. Photo avec... Parce que quand tu te lances au départ, juste quand même là-dessus, quand tu te lances comme photographe, ton intention c'est quoi? C'est de vendre des photos, de vendre des prestations de shooting, de quoi? Donner des cours? Il y avait ça, tu donnais des cours? Moi, c'est surtout donner des cours, quand même, parce que faire des mariages, tout ça, ça me branche moyen. Bon, j'en fais quelques-uns si on me le propose, mais enfin, je cours pas après. Mais c'est plus donner des cours, tu vois, et puis je me lance, quoi. On verra bien. Voilà, on verra bien où ça me mènera, quoi. Et donc, du coup, avec mon pote David, là, j'y vais pendant 6 mois au foyer Eva. Et à la fin du foyer Eva, ils me disent, on voit que ça se passe bien avec les résidents. Si tu veux, on te propose un contrat de 35 heures par mois. D'accord. Par mois. Donc, ça veut dire que je viens une fois par semaine. Et à partir de là, je viens une fois par semaine au foyer Eva, où je fais des ateliers photos avec des handicapés mentaux. Public que tu connaissais pas? Non, j'avais jamais travaillé avec eux et tout ça. Et là, je kiffe. Ah ouais. Kiffe à mort, quoi. Et en même temps, donc du coup, je me dis, bon, j'ai fait ça, j'ai toujours Sud-Ouest. Et en même temps aussi, je travaille, toujours, je réponds à une annonce de Sud-Ouest pour aller travailler les soirs de match chez Girondins de Bordeaux, au stade, où je vais aller travailler à la buvette. Et ça paye bien. Et donc, je fais ça et je gagne ma vie comme ça. Je fais 2-3 matchs ou 4 dans le mois. Je fais une journée par semaine avec les handicapés mentaux. Et puis le Sud-Ouest, et j'arrive à vivre comme ça pendant un bon petit moment, quoi. Et voilà, on arrive un peu, pas à la fin, mais... Oui, mais c'est ça, arriver à dire où t'en es aujourd'hui. Ouais, voilà, et aujourd'hui, maintenant, je travaille au foyer Toujours Eva, je travaille 3 jours par semaine, maintenant, je fais 75% de mon temps. Alors tu y fais quoi, là, pour le coup? Je fais toujours des ateliers photo avec les résidents, c'est-à-dire que mon boulot, moi, c'est simple, j'arrive le matin, je réserve un véhicule, hop, je prends mon groupe,
Je les monte dans le véhicule, on prend les appareils photo, on va se promener, on va à la citadelle Le Blaye. Et alors le foyer est équipé, il y a plusieurs appareils. Ouais, il m'a jamais eu un budget. C'est toi qui as permis de il m'avait donné un budget. Et donc je me promène toute la journée avec mes résidents. Et alors faire un projet photo, c'est quoi? C'est par exemple se donner un objectif, on va aller shooter... Alors avec eux, le premier objectif, c'est d'aller sortir du foyer. Ouais, voilà. D'accord. Parce qu'en fait, il y en a qui sont en capacité de faire des photos, mais il y en a d'autres qui ne sont pas en capacité de faire des photos. Il y a des paraplégiques ou comme ça qui ont du mal à tenir l'appareil photo. Et puis il faut déjà de la minutie, c'est pas simple. Mais le fait, en fait, c'est de passer ce moment avec eux. Mais moi, je fais des photos. Moi, je fais des photos d'eux. Donc tu pars avec le prétexte, en fait, de la photo, qui crée du lien, qui amène tout le monde dehors, et on vit une expérience ensemble. Ouais. Et là, finalement, donc, je fais ça depuis... ça fait déjà 12 ou 13 ans maintenant que je travaille dans ce foyer. Et là, je découvre vraiment peut-être le métier pour lequel j'étais vraiment fait, finalement. Parce que c'est ce qu'on en a parlé un peu au début. Oui, mais c'est ça. Moi, EduxP, ça m'aurait énormément plu, quoi. Tu vois, parce que tu sens une fibre un peu de travailleur social, quoi. Ouais, tout à fait. Là, je me sens vraiment à ma place. Tous les matins, quand je vais travailler avec eux... C'est vrai que c'est on va dire, une technique de l'EduxP aussi, tu vois, d'avoir un objet qui fait tiers, l'appareil photo ou une activité, voilà. Mais tout à fait, oui. Pour justement, comme tu dis, mettre plein de choses en perspective derrière, du lien social, le fait de sortir, enfin, c'est une technique de l'EduxP, quoi. Ouais, c'est ça. Et parce qu'après, au-delà de ça, ce que j'adore dans ce boulot, c'est... t'es dans une remise en question permanente de ta relation que tu peux avoir. Tu te dis, tiens, lui, aujourd'hui, il n'est pas bien. Pourquoi il n'est pas bien? Parce qu'ils ne sont pas toujours en capacité. Je raconte souvent cette anecdote qui nous est arrivée au foyer. On a un petit gars qui est trisomique et qui, un jour, un matin, il revient, il avait un énorme bleu à la mâchoire, en fait, sur le visage, tout ça. Et il s'est dit, putain, il ressemblait à un coup, quoi. Ouais. Il s'est fait tabasser, mais par qui, etc. Et puis, il a ses multiples... Parce qu'il est trisomique et un peu autiste. Et en fait, après moult enquêtes, etc., il pensait que c'était un résident qui venait taper tout ça. En fait, il souffrait de dents. Il avait tellement mal aux dents qu'il se mettait des coups de poing. C'est lui qui se tapait. Il se tapait, mais ça durait 1 ou 2 mois avant qu'il se rende compte que c'était les dents. Et tu vois, et ça je dis, parce que... 1 ou 2 mois de rage de dents. Oui, c'est ça, quoi. Et ça, c'est le travail, tu vois, de l'équipe, d'essayer de... Et ça, j'adore ce côté-là de remise en question, de ce travail d'équipe qu'il peut y avoir entre nous. Et puis de changer, toi, ta perspective des choses. C'est-à-dire de ne pas t'arrêter à ce que tu vois, mais essayer de faire preuve d'empathie, essayer de décaler pour comprendre ce qui se passe. Et, voilà. Et tu te retrouves finalement à ta place aussi là. Oui, tout à fait, ouais. Et alors, tout en faisant mes photos, tu vois, parce que c'est ça qui est assez magique, parce que c'est la photo qui t'a conduit là, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me disait au départ. Finalement, tu lui dois des choses, tu dois beaucoup à la photo. Ah oui, non, mais complètement, oui. Complètement. C'est un, comment on va dire, je sais pas. Ça a été mon fil rouge. Ça a été ton fil rouge, cette rencontre, elle aura été fondamentale, quoi. Ouais, voilà, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Toute la réflexion que je peux avoir, etc. C'est grâce à la photo, finalement, qui m'a bouger, qui m'a obligé à... Et t'as jamais eu, parce que des fois on peut vivre ça, un peu les affres de la création, des choses comme ça, t'as jamais été en désamour de la photo? Il n'y a pas eu des... Sans doute qu'il y a eu des périodes de ta vie où tu étais un peu moins en proximité. Oui, la période de ma vie où j'ai fait le moins de photos, c'est quand j'avais des enfants, que voilà, là j'en ai fait beaucoup moins. Là t'as d'autres priorités qui s'imposent à toi. Quand j'étais sur Paris, tout ça, et j'ai repris goût à la photo, mais en retravaillant au Sud-Ouest. Et puis c'était le début du numérique aussi. Donc tu as repris goût, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un moment où tu étais un peu en distance, quoi. J'en faisais toujours, mais beaucoup moins que... Puis j'avais moins le temps, hein, quand tu as des enfants. Oui, c'est ça. Le quotidien te tirait vers autre chose, quoi. Tout à fait, quoi. Et après, avec le numérique, c'était quand même plus facile. J'ai redécouvert des trucs. Donc là, aujourd'hui, si tu te projettes pour la suite... T'as encore quelques années à tirer, parce que... Mais oui, enfin... T'as commencé de bonne heure en même temps à travailler. Oui, là il me reste, disons, 2 ans, je serai à la retraite. Ah, c'est ça. Tu t'en sors bien. Oui. Enfin, tu t'en sors bien. C'est bien mérité quand même. Ouais. Et tu te vois continuer comme ça? C'est-à-dire, là où tu es bien avec ce public avec lequel tu travailles? Oui, non, mais là, je pense aller jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite, comme ça, quoi, qui, normalement, fait si rien ne change, parce que, bon, ça va pas échapper qu'on a une période un peu particulière. C'est difficile de faire des paris sur l'avenir en ce moment. Mais, et du coup, la photo, alors... mais par contre, ça, j'en ferai toujours. Ouais.
Voilà, quoi. Et là, du coup, en ce moment, tu es moins dans l'idée d'exposer ou des choses comme ça Alors, si, toujours, parce que j'ai Parce pas que mal... t'as un site internet où tu proposais des photos, mais tu disais que là, en ce moment, tu l'alimentes un peu moins. Ouais, voilà. Alors, bon, enfin, il est en lien sur ma page Instagram. C'est-à-dire qu'il date un petit peu, c'était parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai fait beaucoup de photos donc, numériques, etc. Mais, enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, je me suis beaucoup replongé aussi dans l'argentique, finalement. Et en fait, je travaille avec beaucoup d'appareils photo. J'en ai toujours plein. Et tu t'es retrouvé à redécouvrir les techniques de prise de vue des années 40, 50. Oui, il y avait des vieux boîtiers. Ouais, que tu as retrouvé comment? En chinant un peu ou en chinant. Des amis qui avaient ça en chinant sur des gens qui me donnent. Oui, c'est ça. Des gens qui me donnent, et des fois... Oui, parce que ça fait toujours mal au cœur, cet objet qui ne sert plus, qui était une merveille de technologie à une époque, et puis qui ne sert plus. C'est ça, et puis des fois, c'était à mon père, c'était à ma mère, à mon grand-père, donc du coup, ça m'embête de le jeter, et donc il me donne. Bon, alors... Les appareils photos, c'est comme les guitares. Oui, c'est ça. Alors, tiens, il y a Maureen qui pose une question. Est-il possible de devenir photographe professionnel sans aucun diplôme spécifique? Oui. J'ai comme rêve d'en faire un jour mon métier, mais cela me paraît impossible sans formation. Il y a besoin de rien. Il y a besoin de rien, pas besoin d'un CAP, de quoi que ce soit. Non. Alors c'est mieux, parce que ça c'est mon grand regret, c'est ça, c'est de ne pas avoir fait une formation dans la photo. Alors, moi qui fais toujours de ne pas avoir pris vraiment au sérieux à un moment de me dire je vais faire une école de photo et faire une formation, parce que dans une école photo aussi, ou même au niveau d'un CAP ou comme ça, on t'apprend à faire des photos, mais on t'apprend aussi à les vendre, à monter des projets, et tout ça. Et ça, c'est ce qui... Tu vois, c'est ce qui manque un peu peut-être quand tu te lances dans l'auto-entrepreneuriat. Voilà. Après, moi, je pense que si vous posez aussi des questions sur la photo, moi, un jour, j'aimerais bien qu'on organise une table ronde avec justement les photographes. Vous êtes plusieurs sur le territoire, donc ce serait un peu facile à organiser. Parce que quand on en discute avec vous, justement, les gens ont un rapport à la photo qui est tellement étrange maintenant. Enfin, on a l'impression que tout le monde peut faire des photos magnifiques avec son smartphone, tout ça. Donc je trouve qu'il y a parfois... c'est pas forcément intentionnel, des fois ça l'est, mais c'est pas forcément intentionnel, mais il y a une espèce de condescendance un peu pour le photographe. Moi, j'ai souvent vu ça sur les réseaux, et je suis pas mal de gens depuis qu'on est créateur de contenu, et des gens souvent qui me font des posts là-dessus, sur le côté, mais enfin, vous vous rendez compte ce que vous me facturez, un mariage, alors que n'importe qui peut le faire, enfin c'est limite, il y a ce rapport à la photo, ou presque que ce soit gratuit, quoi. Mais c'est ça. C'est un peu étrange, ça, quand même. Mais ça, parce que pour le coup, c'est un métier, il y a du matériel à amortir, tu vois. Oui, parce que le matériel coûte cher, c'est quand même du temps. Et alors du coup, sans creuser trop le truc là-dessus, mais toi tu dirais quoi? Tu dirais que c'est très compliqué aujourd'hui de se lancer dans la photographie? Oui et non, enfin voilà. Mais moi ce que je conseille, c'est vraiment peut-être de se former, là c'est ce que je disais, parce que effectivement, moi je vois des gens qui sont plus jeunes que moi, donc qui ont commencé la photo il y a 10 ans, qui aujourd'hui ont bien réussi, tu vois. Ouais. Toi, il y a un gars qui arrive à en vivre, du coup. Alors, c'est quoi le modèle économique? C'est de faire de la prestation, comme on a dit mais là, il y en a un qui... c'est Béranger Tillard, là, par exemple, qui... Tu vois, c'est un mec qui faisait pas mal de photos de concerts et tout, comme moi à une époque et tout, mais lui, il a été plus loin, il les a essayés, il a trouvé des liens, et en fait, il a été embauché par RTL2, et le photographe officiel RTL2, donc il va sur les concerts et tout, il a son... Mais il s'est fait recruter par une boîte, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il est photographe officiel, après, je sais pas quel type de contrat il a. C'est ça, voilà, après, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il travaillait aussi en hôpital, il était infirmier psychiatrique, tu vois, donc... Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il a quand même deux... Alors, je sais plus si... deux emplois, donc tu sais pas s'il en a lâché un pour l'autre. Je sais pas, parce que je le suis sur les réseaux, et je sais qu'on s'est rencontrés 1 ou 2 fois, mais voilà, quoi. Mais voilà, quoi, tu vois, c'est des choses comme ça, quoi. Parce qu'on a le sentiment quand même aujourd'hui que c'est vraiment un métier passion, pour le coup, et que les gens qui essayent de le faire vivre, c'est les passionnés, essentiellement, parce que à côté de ça, on a vu tellement... alors après, c'est pas forcément les mêmes métiers, mais on a vu tellement de magasins de photos, enfin, toi, ou de pas de porte de photographes qui ferment, quoi, en fait. Oui, parce qu'avant, ils développaient. Et voilà, c'est ça, c'est avec le développement. On pouvait faire des portraits, on pouvait prendre... Puis le développement, ça leur apportait pas mal d'argent. Oui, c'est ça. Et puis après, ce qui marche aussi beaucoup chez les photographes, c'est tout ce qui font des chaînes YouTube et de tout ça, comme tu fais comme fait Sophie et toi avec la cabane à coudre, qui se sont lancés là-dedans. Et moi, j'en suis plusieurs et qui ont
Ah oui. Et qui ont quand même pas mal de followers qui arrivent. Et puis c'est sûr, il y a plein de chaînes YouTube où tu peux apprendre à faire de la photo. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on leur file des boîtiers des fois à tester, des choses comme ça, par les marques et tout. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup de choses comme ça qui... Donc, moi, je te dirais que c'est un créneau que j'ai pas su prendre peut-être à un moment, quoi, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais le fait est que moi, j'ai appris que comme ça. Bah oui. Tu vois, n'y connaissant rien, avoir juste un petit intérêt comme ça pour les boîtiers et les trucs, mais j'ai appris que avec d'autres youtubeurs. Et... Bah ouais. Et maintenant, j'ai le réflexe, quand tu vois, je fais des recherches sur un matériel, enfin, ou des choses qui me posent problème, hop, il y a toujours sur YouTube, il y a toujours une réponse, tu vois, et du coup, tu arrives à trouver pas mal de choses comme ça, quoi. Passion et commerce, pas toujours évident, nous dit Ghislaine. Oui, mais ça, c'est sûr. Ok. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal à vendre mes photos, parce que j'ai toujours du mal à trouver un prix, quoi, tu vois. Des fois, c'est pas que je les donne, mais presque, quoi. Et alors, tu vois, là, j'ai vu une question. Attends, je vais passer un petit peu vite. Une belle photo, c'est celle qui donne de l'émotion. C'est une question difficile, parce que comment est-ce que tu fais pour intentionnellement se dire je vais composer une photo pour donner de l'émotion? Enfin, j'imagine que il y a quelque chose qui te dépasse. Enfin, je crois que c'est l'émotion que moi j'ai. C'est l'émotion que moi qui me procure, que je ressens sur le moment où je fais la photo. Et si je la réussis, cette émotion, je pense qu'elle passe à travers. C'est ce que disent les grands photographes. En général, il me semble avoir lu des trucs de Douaneau, des gens comme ça, ils disent ça. Ils disent, il y a un moment, là, moi j'ai envie de prendre quelque chose, et puis si je me soucie de ce que les autres vont en penser, j'y arrive pas. C'est ça, ouais. Voilà, je pense que c'est avant tout toi qui est... Voilà, moi, quand je fais du paysage, tu vois, dehors, le ciel est tout bleu, ça ne me mange pas d'aller faire des photos, parce que le ciel va être tout bleu. Dès qu'il va y avoir un peu de nuages, un orage, un truc comme ça, là, ça m'intéresse. Après, ce que j'ai senti tout à l'heure, j'ai voulu te poser la question, et puis bon, on est passé sur ton parcours, et j'ai oublié. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai eu l'impression quand même qu'à un moment donné dans ton parcours, tu apprenais, et puis d'un seul coup, la technique est acquise. Et du coup, tu peux être spontané. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux... Parce que c'est quand même un merdier, un appareil photo. Je veux dire, quand tu t'y lances pour la première fois, c'est sûr. Focal, de machin, tu vois, c'est compliqué. Le triangle d'exposition, le truc de machin. Et du coup, quand tu es libéré de ça, quand ça devient instinctif, bah là, tu peux être spontané, réactif, prendre des jolies photos. C'est ce qu'il disait John Lennon. Hein. Il faut avoir des maîtres et de tout ça, enfin, de la technique, et puis à un moment, il faut tout oublier. Et oui, c'est ça. Et se laisser guider, quoi. Et en fait, c'est ça, quoi. Bon, aujourd'hui. Mais en fait, je crois que tu n'oublies pas vraiment. Non, tu crois que c'est instinctif, quoi. Tu n'y penses plus, mais instinctivement, tu fais tous tes réglages et tout ça. Bah, c'est-à-dire que des fois, je prends un appareil photo, je fais une photo, je la regarde, je suis con, quoi, qu'est-ce que j'ai foutu là de suite, je vois ce qui va clocher, parce que j'ai raté un truc. Et tu sais tout de suite comment réparer le truc. Voilà, et c'est ça. Voilà, oui, c'est parce ça. Que, voilà. Mais aussi dans l'immédiateté, c'est ça, c'est la technique là, qui est développée. Oui. Parce que sinon, tu peux te retrouver, je veux dire, chez toi, avoir shooté toute la journée et te dire j'ai pris que des trucs pourris. Mais ça, c'est pour ça que je suis revenu à l'argentique. Parce que justement, quand tu fais l'argentique, tu vois pas tes photos. Et des fois, tu développes le film, des fois 1 an après. Et là, tu te rends... t'aimes bien retrouver cette sensation-là. Ouais, et puis des fois, tu trouves que des choses qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu des choses comme ça, là. Je sais pas, sur mon compte Instagram, là, dernièrement, j'ai passé des photos c'est des films qui prennent l'humidité ou des choses comme ça fait une espèce de point blanc, on dirait de la neige. Et t'as un rendu qui est hyper particulier. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est pas des choses voulues, et j'adore ça, quoi. Et alors maintenant, des fois, je prends des films. D'ailleurs, quand tu suis justement des grandes photos, tu sais, qui ont des renommées internationales, la photo, le truc, souvent le photographe, l'auteur de la photo te dit mais c'est un accident complet, j'ai shooté ce truc-là alors que je voulais prendre le truc à côté. Mais c'est ça, mais toujours pareil, il faut déjà avoir la technique qui est instinctive. Enfin, mais c'est ça, tu joues de la guitare, quoi. Si tu cherches pas à chaque fois. Moi, quand je joue de la guitare, je cherche, putain, tu le mets où mon doigt, tu vois. Alors que quand tu sais jouer de la guitare, tu fais tes accords tout seul. C'est marrant parce que je me fais même la réflexion, à force, nous, comme on sort une vidéo toutes les semaines, hein, donc on est en tournage 2 fois par semaine, enfin, tu vois, j'en arrive parfois à me dire, mes images sont bien, je sais même plus trop comment j'ai fait maintenant, tu vois, et mes images sont de mieux en mieux, et des fois, je dis à Sophie, elle me dit, bon, t'as encore besoin de temps, parce qu'avant, je mettais beaucoup de temps à régler mes images, puis bon, maintenant, j'ai un peu mes réglages par défaut, enfin, tu vois. C'est ça. Et effectivement, tu finis par savoir faire le truc, tu sais pas trop comment, mais hop, t'as franchi une étape, quoi. Le meilleur exemple, c'est la conduite. Quand tu apprends à conduire, au tout début, tu fais un combien et tout, puis maintenant tu conduis, tu fais plus. C'est là où ça devient dangereux d'ailleurs, mais tu fais plus gaffe, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, juste une question bête, comme ça, c'est toujours un peu idiot ces questions, mais tu conseillerais à quelqu'un de le faire, de se lancer dans la photo ou pas? C'est difficile comme question. Ouais, parce que... Mais oui, c'est le mec si tu y crois, enfin... C'est la passion, quoi, en fait. Tu vois, dans tout mon parcours, j'ai fonctionné qu'à l'instinct, Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, t'as jamais non plus été emprisonné par l'idée de vivre de la photo.
Non. Toi, tu as toujours trouvé les moyens de faire des choses qui te permettraient de faire de la photo. Ouais. Enfin, et donc, je trouve que l'angle est intéressant. Oui, ben alors des fois, avec le recul, je me dis, mais par rapport à d'autres qui l'ont fait, c'est que j'ai été trop raisonnable des fois. Parce que des fois, tu vois, il y a des mecs qui ont été jusqu'au bout, tu vois, qui sont partis, qui ont tenté l'aventure, qui sont partis, qui ont eu des galères et tout ça, mais qui, au bout du compte, ils sont revenus avec quelque chose et qu'ils ont eu. Alors que moi, j'étais un peu frileux de ce côté-là, tu vois, Mais bon. T'as plutôt un peu assuré tes arrières pour pouvoir toujours le faire, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est un parcours de vie qui. C'est peut-être ce qui fait aussi que tu as un rapport totalement apaisé aussi à la photo. Oui. Tu vois, ça fait partie de toi et tu n'y as pas mis non plus une émotion déchirante, un truc. Enfin, tu vois, les métiers passion, ça peut être ça aussi. Enfin, nous, on a traversé une période là où Soso a raconté qu'elle a eu un moment, elle sentait qu'elle perdait un peu le mojo de la couture, tu vois. Ce truc si positif pour elle, enfin, tu connais l'histoire, en plus, elle s'est reconstruite avec ça. Enfin, voilà, et on fait une chaîne YouTube. Enfin, donc, c'est que positif. Et à un moment donné, mais ça devient presque une obligation aussi. Tu vois, il faut faire de la couture pour faire de la couture. Et mais le plaisir dans tout ça, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est marrant parce que quand on parle après avec tes proches et tout ça, nos parents un peu, ça, les gens te disent c'est bon, maintenant vous avez fait ça, vous faites ça, puis c'est tout, c'est ça votre boulot. Et non, mais non, parce qu'il y a un rapport un peu charnel au truc, enfin, tu vois. Et je pense que dans ton parcours, moi j'ai l'impression que tu as réussi à garder une distance avec ça. Tu n'y as peut-être pas trop mis non plus de choses, elle fait partie de ta vie, mais c'est sain. Enfin, tu vois, comme une. Oui, parce que je sais pas, j'ai l'impression que. Mais oui, il y a toujours quand même un moment où je vais, me raisonner, me dire, attention, là. Te laisse pas dévorer par ce truc. Parce que ça pourrait être dévorant. Mais aussi parce que du coup, ça t'a autorisé à vivre plein d'autres aventures à côté. Mais c'est ça. Elle t'a pas dévoré cette passion. Oui, c'est ça. Et puis, ça a été plein de belles rencontres. C'est ça, parce que tu vois, que ce soit d'autres photographes ou des gens que tu vas photographier. Et puis, tu viens de nous expliquer que ça régit ton parcours. Oui. En fait, ça t'a guidé. Ça a été ton étoile. Ouais, c'est ça. C'est tout au long de. Alors, je vous lis un petit peu. J'étais petite. Ma mère nous a amenés chez le photographe pour notre premier spectacle de danse classique. Il a laissé un agrandissement de cette photo dans son studio jusqu'à sa retraite. Et quand j'ai eu mon atelier de couture, il est venu me voir pour me donner cette photo. J'ai été très touché de son geste. Tikaï. Merci pour ce témoignage. C'est vrai qu'on peut avoir un rapport comme ça à des photos. Des photos qui deviennent intemporelles et qui fixent le truc. Ça marque, c'est la force de la photo, c'est que ça marque une époque, un temps. Bon, les amis, alors, à qui tu parles, Peste, quand tu dis vous avez une chaîne YouTube à Fred ? Non, Fred, il n'a pas de chaîne YouTube. Est-ce que vous avez des questions, les petits amis ? Parce que je vois qu'il est 19h45. Alors, moi, je vais te poser, parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Tu sais que j'ai des questions un peu qui deviennent un peu récurrentes et qui sont un peu des incontournables que je pose à la fin. Je sais pas, je te les avais. Tu as un peu réfléchi ou pas ? Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Allez, on va essayer de voir si tu peux me dire. Alors, la question que j'ai posée à tous les gens que j'ai interrogés, je la poserai tout le temps parce que je l'aime bien cette question, mais elle n'est pas du tout dans l'idée de te mettre en danger. Tu vois. C'est sur quoi tu peux affirmer aujourd'hui qu'on ne t'y reprendra plus. Elle est difficile cette question. Oui, elle est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est sur quoi on ne reprendra plus, justement ce que je te disais tout à l'heure, d'être un peu trop raisonnable parfois, justement, tu vois. J'ai envie de dire ça, tu vois, de pas avoir des fois je me dis, t'as pas osé assez, voilà, de pas avoir osé, de pas... je comprends. Et maintenant, j'ose beaucoup plus, quoi. Je m'en fous, quoi. Je me dis, parce qu'il y a moins d'enjeux. Oui, voilà. Et puis tes enfants ont fait leur vie. Il y a l'expérience de la vie au fait qui sait, quoi. Mais c'est ça, quoi. Je pense que. Et il y avait, je sais pas si tu connais cette chanson de Mickey 3D où il disait les gens raisonnables n'ont pas la belle vie, ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Oui. Je trouve qu'elle est pas mal cette Oui, parce qu'il y a un peu de fois de ça, quoi. Donc là-dessus, finalement, tu te dis peut-être que tu aurais laissé de la place à un peu plus de folie à un moment donné. De plus oser à un moment, voilà, de plus y aller, quoi, tu vois. Bon. Mais en même temps, j'entends ce que tu dis, mais ton discours ton parcours ne le traduit pas, ça. Oui. Puisque finalement, tu as eu un parcours d'homme libre. Oui, mais je le ressens a posteriori, mais pas toujours. Il y a eu des moments où je me dis, oh putain,
Mais pas vraiment des regrets non plus. Non, voilà, après c'est juste, c'est juste ça. Mais j'entends ça, ça me va tout à fait. Est-ce que tu peux partager un conseil clé que tu aurais aimé recevoir, toi, quand tu as commencé à te lancer comme ça dans ton parcours, et puis peut-être même ou dans la photo, dans ce que tu veux. Est-ce qu'il y aurait un conseil comme ça que tu aurais envie, que tu as découvert toi de manière empirique et que tu aimerais livrer? Quand on se lance comme ça, c'est d'aller voir des gens qui savent, quoi, tu vois. J'aurais dû aller, quand je commençais à faire la photo, aller voir des photographes, tu vois. Aller demander. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais la formation, t'apprends à monter un projet, et tu vois, c'est ça, quoi. Oui, tu aurais gagné du temps. Parce que c'est le problème, quand tu es autodidacte, c'est même à ça qu'il faudrait, pour revenir à la question d'avion, c'est plus ça finalement, c'est quand tu es autodidacte, tu apprends plein de choses. Parce que tu as l'impression que ça va te servir. Mais c'est ça. Et en fait... Tu sais pas trier, en fait. Tu sais pas trier, non. Et tu vois, et que si tu as un mec qui va te dire, bon, mais ça laisse tomber, on s'en fout de ça, tu vois, parce que concentre-toi d'abord sur ça, et quand tu seras faire ça, peut-être tu pourras y penser. Tu vois, alors que quand tu es autodidacte, tu y vas là, puis tu te dis, putain, mais je comprends pas, alors tu repars là, et tu perds beaucoup de temps, quoi. On a déjà parlé aussi sur cette chaîne, c'est pareil, nous avec Sophie, quand on a découvert un nouveau logiciel ou des choses comme ça, tu vois, un logiciel de montage, Sophie Illustrator pour faire ses patrons, tu as l'impression qu'il faut que tu maîtrises le logiciel, alors tu perds un temps fou, alors qu'en fait, il suffit de prendre le premier truc, premier projet, machin. Des fois, 10% j'ai besoin de couper 3 images et puis de mettre une musique dessus, ça sera déjà joli, et enfin, tu vois, tu pas besoin de tout maîtriser, ce que c'est que... Et c'est pour ça qu'il faut aller voir vraiment, quand on veut se lancer dans un truc comme ça, de voir un pro et de pas hésiter, quoi. Parce que la plupart... Enfin, moi, je sais que quand on me demande un conseil, j'adore ça, quoi. J'adore qu'on vienne me voir, me dire comment tu fais ça et ça, tu vois, tu fais comme ça et tout. Puis, il y a ce côté, il n'y a pas de questions bêtes. Oui, c'est ça. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas, qui vient te poser des questions. Ben oui. Ça aussi, moi, je pense que c'est une preuve d'intelligence quand tu sais te mettre en situation d'apprentissage. Tu sais, il y a des gens, parfois, on peut avoir tendance à être en mode, moi, je sais, pour paraître ridicule ou je sais pas quoi, moi, je sais. En fait, c'est tellement mieux de se laisser dire j'y connais rien, j'en sais rien, je vais me laisser apprendre le truc. Là, je pense qu'il est parti, Tristan, mais nous, on est en train de faire un groupe Discord, là, tu vois. Il a 16 ans. Ah oui, d'accord. Je l'ai trouvé sur Fiverr, j'ai pris sa prestation parce qu'il est super bien noté. Et il a 16 ans, Tristan. Et aujourd'hui, j'ai rien à foutre de demander à un gamin de 16 ans de me construire un groupe Discord. Il m'a fait ça en 2 jours, le truc est à la hauteur de ce que je demandais. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des échanges dans le chat, on en reparlera, mais... Ok, avant-dernière question. Y a-t-il un mantra, une philosophie qui guide ton approche globale de la vie de ne pas avoir peur de se lancer. De se lancer, quoi. Et puis d'être libre aussi, enfin, puis de se faire confiance, en fait. Je crois que si à partir du moment où on se fait confiance, on devient plus libre et du coup on a moins peur. Parce que c'est pas... Et quand on a peur, des fois, on se fait les réponses avant de poser les questions. Ouais, mais de toute façon, si je lui demande ça, il va me dire ça. Mais en fait, non, vas-y, demande, puis tu verras bien ce qu'il te dit. Tu seras peut-être surpris. C'est ça. Et ça, c'est... Et c'est ça qui fait tout le sel. Si effectivement tu t'attends aux réponses, il n'y a pas de question alors. C'est Rousseau qui dit pourquoi est-ce maintenant que je suis vieux que je sais comment j'aurais dû vivre. Oui, c'est exactement ça. Et en fin de compte, alors pareil, c'est une question, tu réponds ou pas. En fin de compte, peut-être même que tu t'en fous de ça. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens retiennent un peu de ton parcours et de ton expérience ? Ça, d'oser. Voilà, c'est juste ça. Il a osé, il était libre, quoi. Ouais, voilà, d'être libre, d'oser, et puis quand même de se mettre un ou deux, comment dire, enfin, comme je disais, ne pas rentrer dans l'administration, ne pas avoir de maison, tu vois, de se mettre des trucs, comment on dit ça ? Tu vois, dans la vie, de se mettre pas des barrières, mais des carcans peut-être, pas des carcans, mais une philosophie, quoi, enfin, de se dire, voilà, de partir en haut de principes, voilà, de se dire... Bon, mais finalement, je suis pas plus con. Des principes qui sont en accord avec toi-même. De se dire, par exemple, je suis pas plus con qu'un autre. Si. Des fois, tu vois, quand je veux me lancer un truc, je me dis, putain, mais comment ils ont fait ça ? Et puis après, je me dis, si eux, ils l'ont fait, moi, je vais y arriver aussi. En fait. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça, quoi, des fois. Pas se laisser trop douter non plus. Ouais, c'est ça. Envahir par le doute. Quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Mais en même temps, le doute aussi, c'est ce qui te construit. Parce que comme tu doutes, t'essayes d'y arriver aussi. La remise en question, c'est fondamental. Voilà, c'est ça, quoi. Bon. Bah écoutez les amis, beau parcours, merci Corinne, je trouve aussi. Est-ce que ça vous a intéressé, parce que je vois qu'il est 8h moins 10, donc je suis ravi que ça vous ait passionné, parce que j'étais convaincu que le parcours de Fred pouvait vous intéresser comme il m'a inspiré, donc voilà.
J'avais envie aussi de tenter cette formule-là. C'est pour ça si ça vous va, on le refera un peu, mais de tenter cette formule-là, c'est-à-dire partir du parcours de quelqu'un avec une idée, une petite chose à vérifier. Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé que Fred, justement, je lui demande bêtement, de manière un peu simple, s'il a une philosophie de vie, et en fait, sa vie montre bien on comprend bien qu'elle a été toujours son leitmotiv et sa façon de faire. Donc, bon, bah, tu vois, regarde, tu vois c'est ce que je lis, c'est marrant. Je pense que le chat n'a jamais été aussi calme, dit Babel. Ouais, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vrai. Eh ben, tant mieux. Je pense aussi que... Alors, ce que je voulais te dire, moi aussi, Fred, ce que j'ai toujours apprécié dans ce que tu fais, moi, j'ai tout de suite été impressionné la première fois que j'ai lu un article de toi. Je ne sais plus pourquoi, je ne me rappelle plus de ça. Et je te l'ai redit après quand tu es venu faire un article sur Velux. Sur Velux d'abord. Mais sur Velux d'abord. Velux, juste pour l'histoire, je crois pas que je l'ai déjà raconté ici. Velux, c'était un groupe de rock que j'avais avec 2 copains, le fameux Sam qui me ressemble beaucoup et Steph à la basse. Et je vous l'ai dit, je crois que j'avais eu un groupe de rock, on a fait un album, enfin on a fait des choses assez sympas. Et Fred était venu faire un article, voilà. Et la grande capacité qu'il a, Fred, c'est de parler, comme on vient de le faire, avec vous pendant 1h30, 2 heures. Et puis à la fin d'en sortir quelque chose, une espèce de synthèse, de remettre les choses un petit peu en ordre, suivant un ordre que tu t'es fixé toi, et une vraie capacité de synthèse, mais ça, si tu veux, c'est vraiment quelque chose qu'on dirait en rhétorique et tout, mais je trouve que tu as vraiment cette... moi, je suis assez admiratif de ça parce que c'est pas donné à tout le monde, tu sais. Moi, j'ai passé les 12 dernières années, là, quand je travaillais encore dans le travail social, je lisais les rapports des gens, tu sais. Et je lisais beaucoup de rapports qui étaient à destination du juge des enfants, enfin, tu vois, des trucs qui étaient à vocation professionnelle. Et je voyais parfois des gens qui avaient pourtant de la bouteille et tout ça, mais arriver à synthétiser ces idées, à avoir un parcours, un propos qui se tient avec des choses qui s'enchaînent, c'est vraiment pas donné à tout le monde, même à des gens qui écrivent tout. Donc je trouve que c'est un vrai talent que tu as. Bon, merci. Je sais pas, peut-être tu pourrais en faire quelque chose, écrire quelque chose, ou faire des photos et des textes, puisque tu faisais des chansons et des textes. Oui, non, mais c'est vrai que ce que j'ai pas dit, c'est à la retraite, là, ce que j'envisage de faire, c'est monter, en toute modestie, une petite société d'édition pour justement éditer mes photos. Alors, j'ai déjà fait un petit bouquin l'année dernière où il y avait mes photos avec des textes d'une amie. Oui. Je lui avais donné des photos et elle a écrit des textes. Et ça, j'aimerais refaire me faire une petite société d'édition pour éditer mes photos et puis éviter aussi des gens qui vont écrire, mais aussi moi écrire aussi sur mes photos, et aussi prendre des photos d'autres gens, enfin voilà, j'aimerais faire un truc comme ça. C'est une chouette idée, sans, pas pour devenir Hachette, mais... Alors Isabelle dit, un parcours vraiment chouette, le partager avec nous c'est sympa, les jeunes qu'on accompagne ont besoin de gens comme toi. Et oui. Donc Isabelle, tu travailles aussi, je crois, tu nous l'avais dit, je me souviens plus, mais dans un foyer aussi tu accueilles tu accompagnes des jeunes. Tu pourrais remonter un groupe de rock avec Fred. Un jour, je lui avais dit, j'étais chez lui, mais jouer de la basse. Moi, je lui ai dit, vas-y, on fait un groupe tous les deux. Et tout. Chouette idée. Très beau projet, Fred. Bon, bah, tu vois. Alors, on a bien... j'ai vu que Isabelle, tu l'avais mis. On a bien mis son Instagram à Fred. Donc, allez le voir. Et puis, je crois qu'on va s'en tenir là pour ce soir. Est-ce que tu as passé un bon moment? Super, ouais, j'ai pas vu le temps passer. Bon. Franchement, 2 heures, ça passe hyper vite. C'est pas si difficile de se raconter comme ça? Non, et puis... On n'a pas souvent l'occasion, je crois, en plus, de se faire une rétrospective comme ça de sa vie. C'est ça, quoi. Puis, mentalement, je m'étais un peu préparé quand même à me dire, tiens, qu'est-ce que tu as envie de dire, tu vois. C'est vrai que par rapport aux jeunes ou des choses comme ça, je trouve que c'est intéressant de pouvoir essayer de se dire, finalement, même si j'ai pas eu le bac et tout ça, j'ai quand même fait des trucs intéressants. Et toi, t'as jamais dit, comme moi j'imagine, t'as jamais dit à tes enfants, passe un concours, ce qu'il faut c'est que tu te mettes à l'abri et que tu sois... J'aurais dit, la seule chose que j'aurais dit, c'est passe le bac, parce que moi ça m'a manqué. Voilà, c'est parce que c'est une clé. Quand même un truc avec ça. Non, mais parce que c'est quand même une clé, parce qu'à un moment j'en ai souffert, parce que j'aurais pu reprendre le cours à la fac et tout ça, mais t'as pas le bac et tu peux pas y aller, quoi, tu vois. Et ça, c'est compliqué. Au moins, j'ai dit, t'auras pas ça, et puis... Après, fais ce que tu veux, quoi, tu vois. Fais ce que tu veux, et puis on est là. Oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, on est là, quoi. Il y a des projets, oui, on est là, c'est le rôle du parent, quoi, mais tout est possible, quoi. Bon, les amis, est-ce qu'on s'en tient là? Je propose qu'on s'en tienne là. Voilà.
Alors à la question qu'on pose traditionnellement d'habitude, est-ce que vous allez aller au resto? Bah ouais, ce soir on va au resto. On va aller manger au restaurant avec Fred et Delphine, sa compagne, Soso et moi. Et comme Roman est à la maison, on emmène Roman. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos questions. Je suis un peu désolé sur ce type de format. Du coup, je vous ai moins lu, on a moins échangé. Mais j'ai beaucoup parlé. Ouais, bah, c'était le but. Hein, c'est pour ça que je t'ai invité. Il y aura Babel, rejoignez dès à présent. C'est une très bonne idée de relancer sur le groupe Discord. On peut prolonger ce genre de conversation sur Discord. Je vous donne pas de rendez-vous pour la semaine prochaine pour le stream, puisque comme on vous a dit, on prend un peu de temps, d'espace de pensée. Mais restez à l'écoute. Voilà, sur les réseaux, tout ça, parce que, comme on vous l'a dit, on en a reparlé avec Soso aujourd'hui, on va streamer à l'envi. Donc, voilà. Vous croyez que Fred m'a emmené au resto, que nenni? Ben oui, petite peste, mais tu me rappelles où t'habites? J'ai pensé t'envoyer un Uber. Peste, c'était... je t'en ai parlé, c'était un de mes premiers invités en podcast, mais il habite dans le Schnorr. Enfin, pas vraiment dans le Schnorr, mais voilà. Enfin, oui, il habite au nord, voilà, après Angoulême, c'est ça. Mais ce n'est que partie remise, Ruby. On le fera, ce petit resto. Bon, allez, les amis, je m'en tiens là, parce que vous savez comment je suis, j'arrive jamais à m'arrêter. Merci d'avoir été là, comme d'habitude. On vous fait des bises. Un grand merci à toi, Fred, pour tout ça. Eh ben, merci à toi aussi. Et puis, à vous. Ceux qui sont arrivés après, le replay, dès demain sur YouTube, je ne sais pas vers quelle heure, puisque je suis un peu à l'arrache sur le tuto de dimanche, mais il arrivera assez vite. On vous fait des bises. Allez, c'est là la caméra. Au revoir. Bye bye.